Nous faisons la connaissance de Mimori Tuka, un enfant qui a autant de personnalité qu'un sac de pierre. Il s'est habitué à une vie d'isolement en raison de son éducation traumatisante et de ses parents abusifs, et il essaie maintenant impulsivement de se fondre dans le décor et d'éviter les ennuis. En ce moment, Sogu, la présidente de la classe, se fait malmener par Oyamada, l'abruti de la classe, qui lui a volé son livre sans raison, et personne ne se soucie suffisamment d'elle pour l'aider, surtout pas le professeur qui, manifestement, déteste son travail. Puisque personne n'intervient pour sauver Sogu, Mimori décide d'agir pour une fois et se lève de son siège pour demander à Oyamada de lui rendre son livre. Oyamada est surpris qu'un inconnu comme Mimori ose lui tenir tête. Cependant, alors qu'il est sur le point de commencer à intimider Mimori, Takuto, le tchadien de la classe, prend la parole et demande à Oyamada de se calmer. Oyamada tente d'attirer l'attention de Takuto en lui disant qu'il veut apprendre à Mimori sa place en tant que personnage de second plan, mais Takuto n'a pas l'intention de se laisser faire. Pour être clair, il ne se soucie pas du tout de Mimori, ni de Sogu d'ailleurs, mais il ne veut pas qu'Oyamada cause plus de problèmes parce que c'est ennuyeux à écouter. Oyamada n'aime pas ça, mais comme Takuto est l'alpha, il n'a pas d'autre choix que de l'écouter et de se calmer. Oyamada rend le livre de Sogu et retourne s'asseoir, mais comme il a besoin de se divertir, il commence à intimider le garçon en face de lui, Yasu. Le professeur prend finalement la parole et dit à Oyamada d'arrêter de s'en prendre à Yasu. Il s'en fiche un peu, mais si Oyamada malmène Yasu au point qu'il finisse par sauter d'un pont, il n'aura pas sa prime annuelle. Mais si Yasu veut sauter d'un pont après sa prime, le professeur n'y voit pas d'inconvénient tant qu'il fait un saut périlleux. Les choses se calment ensuite dans le bus, mais tous les élèves sont soudain transportés dans une pièce où ils sont accueillis par la déesse Vicious. Elle leur explique que son royaume, Alien, convoque de courageux guerriers pour qu'ils combattent le maléfique empereur démon chaque fois qu'il apparaît. La dernière apparition de l'empereur démoniaque remonte à 200 ans, et il a heureusement été vaincu par les vaillants efforts des héros précédents. Cependant, le grand empereur a été ressuscité une fois de plus, et Alien a donc convoqué les étudiants pour qu'ils deviennent les prochains héros du royaume d'Alien. Les élèves sont encore très troublés par tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, et ils pensent que tout cela est une farce ou qu'ils sont peut-être tous morts dans un accident de bus. Le professeur attire l'attention de tout le monde et leur dit qu'il n'est pas sûr de ce qui se passe non plus, mais que pour l'instant, ils devraient tous écouter Vicious. Vicious le remercie, pensant qu'il a compris ce qu'elle a dit, mais en réalité, il est juste aveuglé par Boba. Professeur pervers mis à part, Mimori prend un moment pour évaluer la situation. Ce bâtiment ne ressemble à rien de ce qu'il a déjà vu, une déesse se tient devant lui, et il n'a pas l'impression d'être dans un rêve, donc il n'y a qu'une seule conclusion à faire, ils ont été convoqués dans un autre monde. Takuto précise que la déesse veut qu'il vainque ce soi-disant empereur démon, mais il veut savoir ce qui se passera s'ils refusent de coopérer. La déesse leur dit qu'elle n'a malheureusement pas le pouvoir de les renvoyer chez eux s'ils ne veulent pas devenir les héros d'Alien, mais qu'il y a toujours un moyen pour eux de retourner sur Terre. Il s'agit d'un rituel d'invocation inversée qui nécessite un élément maléfique, et le seul moyen d'acquérir cet élément maléfique est de l'extraire du cœur de l'empereur démon ou de l'absorber lorsqu'il est libéré à la mort de l'empereur démon. Oyamada ne voit toujours pas pourquoi l'un d'entre eux devrait risquer sa vie pour combattre l'empereur démon alors que Vicious les a pratiquement kidnappés, alors Vicious fait la seule chose qu'elle puisse faire et les supplie de reconsidérer leur rôle de sauveur de ce monde. Sogu prend la parole pour se présenter en tant que présidente de la classe, et même si Vicious les considère comme des sauveurs, ils ne sont encore que des lycéens, et ils ne seraient pas d'une grande utilité s'ils étaient envoyés à la guerre. Vicious lui répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car ils ont été dotés de pouvoirs qu'aucun autre être humain ne possède en ce monde. Comme ils ont tous du mal à le croire, Vicious décide de leur faire une petite démonstration pour prouver que les capacités spéciales existent vraiment. Elle fait sortir un prisonnier, puis une bête démoniaque qui se met à dévorer le prisonnier. Après que le démon ait massacré sans pitié le prisonnier, Vicious lance une boule de feu pour l'incinérer. Cela devrait avoir suffisamment traumatisé les élèves pour qu'ils acceptent de vivre dans un monde nouveau. Maintenant qu'ils ont fini par croire ce qu'elle leur a dit, Vicious attire leur attention sur une boule de cristal qui servira à évaluer leurs capacités. L'un après l'autre, les élèves se présentent pour faire évaluer leurs capacités, et tous semblent avoir des aptitudes décentes. Notamment, lorsqu'Oyamada s'approche de la boule de cristal, celle-ci s'illumine d'une couleur rouge brillante, ce qui signifie qu'il est incroyablement puissant selon les normes de ce monde. Le suivant est Takuto, et lorsqu'il pose sa main sur le cristal, celui-ci se brise complètement. Tout le monde est choqué et confus par ce qui vient de se passer, alors la déesse explique que cela signifie que Takuto est de rang S. Le rang S, c'est le sommet de la hiérarchie. Le rang S est le plus élevé en termes de puissance et se situe bien au-dessus de tous les autres, donc avoir un seul héros de rang S est déjà une grande chance. Mais alors que le test d'aptitude se poursuit, on découvre que Sogu est également de rang S en brisant l'orbe de secours qu'ils ont apporté. Et ce n'est pas tout, puisqu'un troisième héros de rang S brise le deuxième orbe de secours stocké.
Vicious n'en revient pas de la qualité de la liste des héros et demande qui sera le prochain. Il s'agit de Mimori. Il pose sa main sur le cristal, qui se met à briller en violet, mais la lumière qui émane de l'orbe est beaucoup plus faible que celle des autres, si bien qu'il demande à Vicious quel est son rang. Il demande donc à Vicious quel est son rang, mais celle-ci l'ignore complètement et demande à la personne suivante de se présenter. Mimori a l'habitude d'être ignoré, alors il s'en accommode et passe à autre chose, mais il remarque alors que la dernière personne à avoir été examinée est Yasu, et que l'orbe montre une masse sombre au centre, ce qui signifie qu'il est le héros sombre du groupe. Et d'après leurs archives, le héros noir est souvent bien plus puissant que les autres héros du groupe, donc tout le monde doit être prudent car le gamin silencieux vient de recevoir son arme. Après cela, la déesse donne à chacun des instructions sur la façon de vérifier son statut, et lorsque Mimori jette un coup d'œil à ses statistiques, il se rend compte qu'elles sont plutôt mauvaises. La déesse a créé cette fenêtre pour que les héros puissent obtenir des informations précises sur leurs capacités, où qu'ils se trouvent. Les compétences inhérentes sont des compétences uniques à un héros donné, et elles peuvent généralement être utilisées immédiatement, mais certaines peuvent nécessiter d'être réveillées à un niveau plus élevé. Vicious annonce à tout le monde qu'ils vont devoir accomplir un rituel indispensable à leur réussite. Elle appelle Mimori et lui explique qu'il est de rang F et que, comme le montrent les livres de records, les héros les moins bien classés n'ont jamais fait que ralentir les plus puissants. C'est pourquoi elle a pris la décision de se débarrasser de lui. Cependant, tuer un héros simplement parce qu'il est faible serait trop ambigu sur le plan moral pour elle, alors elle a décidé de donner à Mimori une chance de regagner sa vie. Au lieu de le tuer purement et simplement, elle l'enverra dans des ruines, et s'il parvient à survivre, il pourra vivre à sa guise dans le monde. Mimori demande si ces ruines sont dangereuses, et Vicious répond que bien sûr, les ruines sont dangereuses. Ce ne serait pas un terrain d'exécution si c'était sûr. Mimori tente de s'en sortir en disant qu'il possède une compétence inhérente au statut anormal, ce qui doit être utile à l'équipe d'une manière ou d'une autre. Mais à son grand désarroi, la déesse lui dit que les sorts et les compétences de statut anormal dans ce monde sont totalement inutiles car ils ne fonctionnent presque jamais comme prévu, et même lorsqu'ils fonctionnent, ils ne sont pas très utiles de toute façon. Mimori essaie de faire appel à la moralité de la déesse et de lui dire qu'elle ne peut pas se débarrasser de lui alors que c'est elle qui l'a convoqué ici sans son consentement, mais son nom est littéralement Vicious, donc je ne pense pas qu'elle s'en préoccupe. Alors que Mimori essaie d'accepter son destin, Yasu lui touche l'épaule, et Mimori pense que Yasu va prendre sa défense puisqu'il avait l'habitude de l'aider lorsqu'il était victime d'intimidation sur Terre. Cependant, maintenant qu'il a du pouvoir, Yasu est devenu aussi con que les autres, et il se moque de Mimori pour sa faiblesse et le condamne à son terrible destin. À ce stade, Mimori a compris que personne ne se soucie de son sort ici, et que tous les autres élèves veulent simplement le voir partir. Il accepte donc son sort, tandis que Vicious lui lance un sac magique en guise de cadeau de consolation. Cependant, il y a au moins une personne qui sait que ce n'est pas juste, car Sogu se lève et demande à Vicious de reconsidérer la décision de se débarrasser de Mimori. Mais Vicious est bien décidé à se débarrasser de Mimori, alors elle assomme Sogu pour ne pas avoir à s'en plaindre. Mimori ne supporte plus la cruauté et les moqueries, il tente donc d'utiliser sa compétence d'effet de statut anormal pour paralyser la déesse. Malheureusement, celle-ci dispose toujours d'un bouclier anti-état anormal qu'elle n'a pas utilisé depuis l'ère haut de gamme. Elle se moque de Mimori pour avoir raté son attaque, et sans plus attendre, elle veut que tout le monde soit témoin de la téléportation de ce perdant vers son destin. C'est à ce moment-là que Takuto tire un coup de feu, qui laisse un énorme trou dans le mur. Mais lorsque la déesse se tourne vers lui, il précise qu'il n'essaie pas de sauver Mimori ou quoi que ce soit d'autre, qu'il voulait juste tester ses pouvoirs et qu'il n'avait pas réalisé qu'il ferait autant de dégâts. Certains camarades de classe de Mimori prennent plaisir à le voir se faire éliminer, d'autres restent indifférents, et la seule personne qui le soutenait a été assommée. Alors qu'il est sur le point d'être téléporté, Mimori abandonne son rôle de personnage d'arrière-plan et fait un doigt d'honneur à Vicious, se jurant de lui faire regretter cela un jour. Mimori se réveille dans les ruines abandonnées et tente d'ouvrir son écran d'état, mais son système lui indique qu'il ne peut pas le faire en raison du faible niveau de lumière dans la zone. C'est alors qu'il se souvient du sac qu'il a reçu, et après y avoir versé un peu de mana, il génère suffisamment de lumière pour qu'il puisse à nouveau voir. Cependant, alors qu'il se promène, il tombe sur un squelette humain sur le sol, et ce qui a tué le squelette est toujours dans les ruines, alors Mimori est à bout de nerfs. Il finit par trébucher sur des rochers, et c'est une bonne chose car cela lui permet d'éviter de justesse l'attaque sournoise d'un monstre terrifiant. Il n'a pas le temps de réfléchir ou de s'inquiéter de l'endroit où il court, car s'il s'arrête ne serait-ce qu'un instant, il sera tué. Alors qu'il continue de courir, Mimori finit par trébucher sur un rocher, et tandis que le monstre se rapproche de lui, l'émotion qu'il ressent n'est pas de la peur mais plutôt de la frustration. Frustré d'avoir été abandonné par tous ces abrutis et d'être condamné à mourir à cause de cela. Il n'a pas d'armes pour se défendre, ni de compétences utiles à utiliser puisque ses effets de statut anormaux n'ont apparemment aucune chance de fonctionner.
Cependant, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer d'utiliser tout ce qu'il peut pour survivre, alors Mimori lance paralyse sur le monstre, et à son grand étonnement, cela fonctionne. Il ne veut pas rester dans les parages pour comprendre pourquoi, alors il s'enfuit à nouveau. Ce faisant, il se dit que la paralysie n'a dû fonctionner qu'une seule fois, puisque Vicious a déclaré que les effets de statue anormale avaient un faible taux de réussite. Mais dans sa fuite, Mimori tombe sur un autre monstre qui ressemble à un croisement entre un poulet et un cafard. Quoi qu'il en soit, il va le tuer s'il ne fait rien rapidement. Mimori lève donc la main et lance à nouveau paralyse, s'attendant à ce que cela échoue. Mais miraculeusement, cela fonctionne à nouveau. Une fois, c'est peut-être un coup de chance, mais 2 fois de suite, cela signifie que le taux de réussite de ces effets est bien plus élevé que ce que la déesse avait prétendu. Il est possible que les effets de statue de Mimori soient différents des effets faibles de ce monde, mais même s'il peut se défendre avec ses sorts, cela ne lui servira à rien s'il n'a plus de mana pour les utiliser. Il ne lui reste qu'un point de mana, qu'il utilise pour lancer poison sur le monstre, et une fois qu'il l'a fait, le monstre commence à mourir lentement. En plus d'avoir un taux de réussite élevé, les sorts de Mimori ont une durée très longue, ce qui lui permet d'attendre tranquillement que le monstre meure. Il ne lui reste officiellement plus aucun point de mana, et il ne sait pas ce qui se passera s'il tente à nouveau d'utiliser ses effets de statue. Cependant, il n'a pas beaucoup de temps pour récupérer, car le premier monstre l'a rattrapé. L'effet de paralysie qu'il a lancé plus tôt doit avoir disparu, mais même s'il n'a plus de mana, personne ne viendra le sauver, alors Mimori est prêt à se battre pour sa survie. Il tente à nouveau d'utiliser Paralysé sur le Minotaure, mais cette fois, la compétence ne s'active pas, et Mimori doit sauter pour s'écarter. Le système l'informe qu'il n'a pas le droit de lancer plusieurs fois le même effet sur une même cible. Il imagine donc un nouveau plan et lance Sommeil sur le Minotaure, qui s'écroule au sol, inconscient. Une fois le monstre inconscient, Mimori lui applique également Poison. Il semble qu'il n'y ait pas de restriction sur l'empilement des effets, mais il n'a plus de mana, donc s'il continue à utiliser ses compétences, il finira par épuiser son endurance aussi, et il lui reste encore beaucoup de monstres à affronter. Mimori commence à spammer paralysie et parvient finalement à arrêter tous les monstres, mais il est au bord de l'effondrement. Il n'a pas d'autre choix que de continuer à utiliser paralyse jusqu'à ce que son corps n'en puisse plus, en peu de temps, il atteint sa limite et ne peut plus continuer. Il y a encore beaucoup de monstres autour de lui, mais il sait que s'il essaie d'utiliser sa compétence ne serait ce qu'une fois de plus, cela pourrait signifier sa fin. Il n'a pas d'autre choix, mais heureusement, alors qu'il est sur le point d'utiliser les dernières réserves de son corps, la cocatrice qu'il a empoisonnée il y a quelque temps meurt soudainement. Le niveau de Mimori augmente alors jusqu'à atteindre le niveau 258, et son mana et son endurance sont reconstitués. Au début, Mimori ne comprend pas ce qui s'est passé, puis il remarque le monstre mort et se rend compte qu'il a dû gagner de l'expérience parce que son poison l'a tué, et avec son énergie reconstituée, il peut continuer à se battre autant que nécessaire. Alors qu'il continue à spammer paralysie, sa compétence monte en niveau, ce qui lui laisse penser qu'il peut l'améliorer en l'utilisant de façon répétée. Mais il s'en préoccupera plus tard, car pour l'instant, il doit s'assurer qu'il pourra s'échapper de cet endroit en vie. Sa paralysie étant désormais de niveau 2, Mimori remarque qu'il a maintenant la possibilité de sélectionner plusieurs cibles à la fois, ce qu'il fait, et les monstres sont tous immédiatement figés sur place. Jusqu'à présent, ces effets de statue ont eu un taux de réussite de 100%, si bien que Vicious est probablement la seule personne dans ce monde sur laquelle sa compétence n'a aucun effet. Il commence à infliger du poison à tous les monstres paralysés, et sa compétence poison augmente également. Mais il y a encore beaucoup de monstres ici, ce qui signifie qu'il peut encore monter en niveau. Mimori jette un coup d'œil à sa fenêtre d'état, et depuis qu'il est monté en niveau, ses statistiques sont bien plus élevées qu'elles ne l'étaient lorsqu'il est arrivé ici, en particulier son mana, qui est maintenant supérieur à 8000, et le mana est son seul moyen de survivre à cet enfer. Mimori fait une pause et s'assoit en attendant que le poison fasse son effet. Les monstres finissent par mourir les uns après les autres, ce qui augmente encore le niveau de Mimori. Lorsqu'il atteint le niveau 500, Mimori est convaincu de pouvoir sortir des ruines et se prépare à s'occuper des monstres restants. Cependant, après avoir vu Mimori en tuer des dizaines avec facilité, les monstres ont suffisamment de bon sens pour savoir qu'ils ne doivent pas s'en prendre à lui, et ils s'enfuient tous. Maintenant que la zone est sûre, Mimori fouille dans les piles d'os en décomposition pour trouver un butin qui pourrait lui servir, et après avoir mis la main sur une cape et une lame, il se met en route pour s'échapper des ruines. Alors qu'il cherche la sortie, il rencontre de nombreux monstres, mais il se rend compte qu'il est confronté à un autre problème. Il n'a pas de nourriture, et il va bientôt mourir de faim s'il ne trouve pas quelque chose à manger. Il est tellement désespéré qu'il est même prêt à manger de la viande de monstre. Après être revenu sur ses pas, il retourne vers les cadavres de monstres et commence, à contre-séhur, à les découper pour manger ce qu'il peut. Cependant, lorsque le globe oculaire sort et que Mimori essaie de le manger, il se rend compte que le corps entier du monstre contient de l'acide et qu'il ne pourra donc pas le manger après tout. Sans source de nourriture, Mimori pense qu'il mourra de faim avant de pouvoir sortir d'ici.
Il n'a plus d'énergie dans son corps, mais il remarque que la couleur de son sac magique change. Comme c'est la seule source de lumière dont il dispose, il se précipite frénétiquement pour l'approvisionner en mana. Ce faisant, il sent quelque chose apparaître à l'intérieur du sac, et à sa grande joie, il y trouve un sac de bœuf séché et une bouteille de soda. Il commence à manger avec enthousiasme. Bien que son problème de faim soit résolu pour l'instant, il ne sait pas s'il pourra à nouveau faire produire de la nourriture au sac. Alors que les jours passent à l'intérieur des ruines, Mimori s'est habitué à commettre un génocide massif de monstres grâce à ses compétences, mais il craint de perdre son humanité à cause de cela. De retour sur Terre, après avoir été maltraité par son beau-père, Mimori était sur le point de vivre son arc de méchant meurtrier. Mais avant qu'il ne perde son sens de l'humanité, il a été sauvé par son oncle et sa tante, qui l'ont recueilli et lui ont donné un sentiment de normalité. Il a appris de l'empathie, et il pensait être devenu une personne normale comme eux. Mais en ce moment, alors qu'il regarde la montagne de cadavres sous ses pieds, il ne ressent rien du tout. Il n'y a pas moyen de revenir à ce qu'il était avant, alors Mimori accepte d'être un psychopathe et va de l'avant. En avançant, il tombe sur une autre section des ruines avec un monstre oculaire flottant, mais Mimori l'élimine simplement avec son poison. En avançant, il tombe sur une porte avec une serrure magique, et en l'ouvrant, il trouve une petite pièce avec 2 squelettes à l'intérieur. Il suppose qu'il s'agit de personnes qui ont été éliminées par Vicious, mais qui n'ont pas eu la chance de s'en sortir vivantes. Il fouille dans leurs affaires et trouve une pochette remplie de pierres précieuses. Bien qu'il se sente mal à l'aise de voler les morts, les gemmes pourraient avoir de la valeur et il pourrait les utiliser une fois sorti d'ici, alors il ne se sent plus mal à l'aise. Il parcourt également les autres pièces à proximité et finit par en trouver une dont l'ouverture nécessite une grande quantité de mana. Lorsqu'il l'ouvre enfin, il trouve un squelette assis avec une note à côté de lui. La note indique que le squelette était autrefois un homme connu sous le nom d'Anglin le Grand Sage, et qu'il était l'ancien héros des ténèbres, celui-là même dont Vicious avait dit qu'il était le plus fort de tous. Selon la note d'Anglin, Vicious l'a envoyé ici de force après avoir cessé d'avoir besoin de lui en tant que héros. Même s'il était assez puissant pour arriver jusqu'ici, il ne pouvait pas s'échapper, alors il a laissé un message pour aider la prochaine personne qui réussirait à arriver jusqu'ici. Vicious a peut-être dit que le seigneur démon était mauvais, mais elle l'est tout autant aux yeux de Mimori. On ne peut pas dire qu'il soit meilleur qu'elle non plus, car son seul but est de se venger d'elle, même s'il doit détruire le monde pour y parvenir. En pillant le cadavre d'Anglin, il tombe sur un livre d'arts interdits. Il contient des recettes de médicaments et des instructions sur les outils magiques qui pourraient s'avérer utiles plus tard, alors il décide de le garder. Il trouve également un parchemin de magie interdite, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Cependant, si un grand sage comme Anglin s'est donné la peine de le garder caché avec lui jusqu'à ses derniers instants, alors il doit être très puissant, et il pourrait même être assez puissant pour que Mimori finisse par vaincre la déesse s'il parvient à le déchiffrer. Mimori est sur le point de partir, mais avant de le faire, il vole la cape d'Anglin parce qu'elle est plus cool que la sienne. Il jette à nouveau un coup d'œil au livre d'Anglin, mais cette fois, il y voit un avertissement sanglant qui lui dit de se méfier du mangeur d'âmes. Cet avertissement inquiétant amène Mimori à se demander si le mangeur d'âmes n'est pas celui qui a tué Anglin. Mimori continue son chemin dans les ruines jusqu'à ce qu'il tombe sur une porte qui, pense-t-il, mènera à la surface. Cependant, s'il s'agit vraiment de la dernière porte, cela signifie que le mangeur d'âmes dont parlait Anglin se trouve également ici. Mimori reste prudent et jette un coup d'œil à ses statistiques pour s'assurer qu'il est prêt à affronter cette situation. Il a fait tout ce qu'il a pu pour augmenter son niveau autant que possible avant d'arriver ici, alors il ne peut qu'espérer que ses compétences suffiront à le vaincre. Mimori finit par trouver un visage effrayant, et il est certain qu'il s'agit du solitaire, alors il tente immédiatement d'utiliser Paralyse sur lui. Mais à la seconde où il sort de sa couverture, le solitaire lui tire un laser dans la main. C'est la première fois que quelque chose réussit à l'empêcher d'utiliser sa compétence, et Mimori doit la tuer, car la seule façon de s'en sortir est d'utiliser la gemme qui se trouve sur son front. Pour activer sa compétence, il doit la prononcer à haute voix et se trouver à une certaine distance, mais tout cela n'a pas d'importance si le mangeur d'âmes peut l'attaquer avant qu'il n'ait fini de lancer le sort. Alors que Mimori réfléchit encore à ce qu'il doit faire, le mangeur d'âmes sort du mur pour s'en prendre à lui. Pendant ce temps, à l'extérieur des ruines, une jeune fille tente d'échapper à ses poursuivants et décide de se cacher à proximité, sans savoir qu'une bataille féroce se déroule à l'intérieur. Alors que le solitaire s'approche lentement de Mimori, ce dernier se demande pourquoi il n'a pas encore tiré sur lui avec ses lasers, mais il ne tarde pas à comprendre pourquoi, car le solitaire crache une substance violette qui prend la forme d'humain. Ce sont les âmes des personnes que le solitaire a tuées, et elles sont forcées d'attaquer Mimori, qui est donc obligé de les paralyser. Cependant, il ne peut se résoudre à utiliser du poison car il reste humain, même s'ils deviennent de gros morceaux de pâte. Le dévoreur d'âmes prend plaisir à regarder Mimori se débattre car il ne peut pas attaquer les âmes pour des raisons morales, et il ne peut pas non plus attaquer le dévoreur d'âmes car il réagirait trop vite.
Mimori commence à s'effondrer et à pleurer parce qu'il dit qu'il ne veut pas faire de mal aux autres, et il perd de l'aura de minute en minute à cause de ses pleurs constants. Mais alors que le solitaire se délecte des larmes de Mimori, il révèle que ce n'était qu'un acte et paralyse le solitaire. Il savait qu'il ne parviendrait jamais à paralyser le mangeur d'âme à moins qu'il ne parvienne à lui faire baisser sa garde, alors il a fait semblant d'être en pleine crise mentale pour que le mangeur d'âme ne se doute de rien. Maintenant que le mangeur d'âme est paralysé, Mimori ne se soucie plus vraiment de ce qu'il adviendra des âmes s'il tue le mangeur d'âme. Même s'il a passé beaucoup de temps à essayer de devenir un citoyen inoffensif et respectueux de la loi, tout ce qui l'intéresse, ce sont les faits. Ces marionnettes d'âme ont essayé de le tuer, elles peuvent donc être des bébés, il les empoisonnera de toute façon. Le mangeur d'âme s'efforce de bouger, frustré d'avoir perdu contre Mimori, ce qui permet à ce dernier de savoir que des monstres puissants peuvent essayer de surmonter sa paralysie, mais que celle-ci inflige des dégâts supplémentaires à leur corps. C'est intéressant, mais il ne veut pas perdre plus de temps, alors il lance poison sur le solitaire et le détruit une fois pour toutes. Ce faisant, les âmes consommées par le mangeur d'âmes sont libérées, et elles apparaissent toutes devant Mimori pour le remercier de les avoir libérées. Ils l'ont encouragé dans sa tentative de survie dans les ruines, et aucun d'entre eux ne s'est vraiment soucié du fait qu'il ait pillé leur corps. Mimori est ensuite approché par Anglin, qui n'a qu'une seule chose à dire, il veut que Mimori affronte la déesse et les venge tous. Les âmes des morts s'éteignent après cela, et alors que Mimori n'aurait normalement pas accepté la demande sans une sorte de compensation, il avait déjà prévu de l'abattre de toute façon. Maintenant que le dernier monstre a été vaincu, Mimori peut ouvrir la porte et commencer sa quête de vengeance à la surface. Pendant ce temps, les camarades de classe de Mimori sont tous occupés à chasser pour monter en niveau. Tandis qu'Oyamada poursuit un loup, Takuto anéantit facilement le monstre avec son Dragonic Burst, ce qui lui permet d'atteindre le niveau 18, et Yasu s'amuse comme un fou avec ses pouvoirs. De l'autre côté de la forêt, une jeune fille a du mal à accepter la situation. Tout à coup, elle est abordée par Asagi, qui prévient Kobato qu'elle ne peut pas s'absenter comme ça, sinon elle va se faire tuer. La raison pour laquelle Asagi est venue est qu'elle voulait discuter de quelque chose avec Kobato, et elle commence à dire que tôt ou tard, la classe va se diviser en factions. Il y a beaucoup de crétins puissants dans la classe, y compris elle, et il n'y a donc aucune chance qu'ils s'entendent encore longtemps. C'est pourquoi, lorsque la classe se divisera, elle veut que Kobato rejoigne sa faction. D'ailleurs, Kobato n'a pas beaucoup d'autres options, puisqu'elle est de rang D. Il n'y a aucune chance qu'elle rejoigne sa faction. Il n'y a aucune chance qu'elle soit acceptée dans le groupe de rang S de Takuto alors qu'elle est de rang D. Les sœurs Takao ne font équipe qu'entre elles, et Sogu finira probablement par mourir d'ici peu. Kobato est choqué d'entendre cela, mais Asagi continue en disant que Kobato doit réfléchir longuement et sérieusement à son avenir car elle risque de se retrouver sans endroit où aller. Asagi n'aura probablement pas besoin de son aide puisqu'elle est de rang B, mais il se trouve qu'elle est une petite adepte du pigeon et qu'elle aime particulièrement Kobato pour cette raison. Maintenant que Kobato est d'accord pour rejoindre le groupe, Asagi demande aux autres filles de ramener le monstre qu'elles ont capturé. Elle sait que Kobato n'a pas réussi à accomplir la mission que la déesse leur a confiée, alors elle a tout préparé pour lui faciliter la tâche. Il ne lui reste plus qu'à tuer le monstre sans défense, et Asagi lui conseille vivement de le faire si elle ne veut pas être éliminée comme Mimori. Kobato ne veut pas le faire, mais elle sait qu'elle n'a pas le choix, alors elle fait fi de sa morale et tue le monstre. Asagi félicite Kobato pour son bon travail et lui dit qu'elle fait officiellement partie du groupe, mais Kobato a encore du mal à accepter ce qu'elle vient de faire. Ailleurs, Sogu vient de se réveiller de son coma, et la douleur dans son estomac lui rappelle ce qui a dû arriver à Mimori après que la déesse l'a frappée à l'estomac, elle se sent vraiment coupable de ne pas avoir pu l'arrêter. Elle va donc se plaindre à Vishu, qui essaie vraiment de jouer le rôle d'une déesse bienveillante avec ses fausses larmes, mais elle dit que l'élimination des faibles est la politique du royaume d'Alion, et qu'elle ne peut donc rien y faire. Vishu informe également Sogu qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour se morfondre dans la tristesse, car pendant qu'elle était assommée, ses camarades de classe sont partis dans la forêt pour voir s'ils étaient capables de tuer des monstres ou non, et beaucoup d'entre eux ont échoué aux exigences du test et ont donc été éliminés. Sogu demande à Vishu si elle a l'intention de tuer tous les héros qu'elle juge faibles, mais Vishu affirme que c'est la politique d'Alion, et que ce n'est donc pas sa faute, même si elle est une déesse. Sogu voit comment les choses se passent et veut faire comprendre à Vishu qu'elle n'approuve pas la façon dont les choses sont gérées. Vishu ne voit pas où est le problème puisque le bon sens veut que l'on se débarrasse de tous les bons à rien. Sogu demande si elle est une héroïne de valeur puisqu'elle est de classe S. Vishu répond que Sogu est une héroïne de classe B. Vishu répond que Sogu est en effet très précieuse, alors Sogu propose un marché. Elle se surpassera en tant que héroïne de rang S pour compenser les faiblesses des personnes qui ont échoué, et elle demande à Vishu d'arrêter le plan d'élimination. Vishu dit qu'elle peut accepter ces conditions, et elle tend la main pour officialiser l'accord. Elle veut aussi s'excuser d'avoir frappé Sogu à l'estomac, mais elle pense qu'elle avait raison de le faire puisque Sogu était hystérique à cause de la situation. Sogu n'est manifestement pas dupe de la gentillesse de Vishu, mais elle n'a pas d'autre choix pour le moment et accepte de lui serrer la main.
En partant, elle remarque que les mains de Vishou sont glacées, tout comme son cœur. Pendant ce temps, dans la forêt obscure, une jeune fille tente d'échapper à ses poursuivants. Elle pensait les avoir semés, mais ils sont bien trop doués pour la traque. Sur la base d'une simple feuille brisée, le dieu de l'épée, Plédin, est capable de dire exactement où la princesse s'est rendue. Elle est peut-être capable de se dissimuler, mais si elle continue à commettre de telles erreurs, les 5 gardiens ne manqueront pas de la rattraper tôt ou tard. Au même moment, Mimori s'apprête à partir dans la forêt dans l'espoir de trouver une ville, mais avant cela, il vérifie une dernière fois ses statistiques. Il remarque que seul son mana est exceptionnellement élevé, à 50 000, alors que le reste de ses statistiques tourne autour de 5 000. Mais il le savait déjà, alors ce qu'il veut vraiment confirmer, ce sont les nouvelles capacités qu'il a obtenues grâce à la montée en niveau de ses compétences. Il est désormais capable de dissiper la paralysie et le poison à volonté ou de les dissiper partiellement pour éviter de tuer sa cible immédiatement. Ce sera très utile pour obtenir des informations, et il décide de le tester sur le prochain monstre qu'il rencontrera. Pour l'instant, il va avoir besoin d'une lame, ou plus précisément, de quelqu'un qui puisse faire office de tank et s'occuper des premières lignes à sa place. À ce moment-là, il entend un bruissement dans les buissons. Il va donc voir ce qui se passe et découvre une bande de limaces qui se ligue contre une seule limace plus petite. Il décide de rester là et de regarder le petit Slim traverser son arc de caractère d'intimidation. Une fois que le petit Slim apprend à se défendre, Mimori est satisfait. Il les paralyse tous et en profite pour tester la fonction de dissipation. Il dissipe d'abord la paralysie des Slims tyranniques pour les faire partir. Une fois qu'ils sont partis, il dit au plus petit Slim qu'il n'a pas à s'inquiéter puisqu'il n'a pas l'intention de le tuer. Il s'apprête à le laisser partir, mais avant cela, il tient à s'excuser de ne pas l'avoir aidé plus tôt. Il a apprécié de voir le petit gars se défendre, alors il dit au Slim qu'il a bien fait, après l'avoir relâché, il repart. Le Slim ne sait pas vraiment quoi faire maintenant puisqu'il n'a plus d'amis Slim vers qui retourner, alors il décide de suivre Mimori. Mimori finit par s'apercevoir qu'il est suivi, mais cela ne le dérange pas car il a besoin de compagnie. Pendant ce temps, la princesse est épuisée par toutes les courses qu'elle a dû faire. Malgré la distance qu'elle a parcourue, elle peut encore sentir la présence des 5 gardiens à proximité, qui doivent attendre qu'elle se fatigue pour la capturer. Mimori et le Slim se sont un peu rapprochés, si bien que le Slim s'est installé à l'arrière de la veste de Mimori pour monter la garde pendant qu'il jette un coup d'œil au livre de sorts. Après avoir feuilleté quelques pages, Mimori trouve l'art interdit qu'il cherchait, un art destiné à renforcer les monstres. Il y a même des instructions sur la façon de renforcer les Slims en particulier, ce qui sera utile à Mimori. Mais il comprend pourquoi il s'agit d'un art interdit, car ces objets pourraient causer beaucoup de chaos s'ils étaient entre de mauvaises mains. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, Mimori parle au Slim et lui dit qu'il est en quête de vengeance, et que si le Slim n'est pas d'accord, c'est sa dernière chance de faire marche arrière. Le Slim dit qu'il veut rester aux côtés de Mimori, alors Mimori le nomme Pigimaru et se prépare à poursuivre son voyage. La princesse chevalier en fuite, sans que les gardiens sacrés se rapprochent d'elle. Alors qu'elle espérait ne pas avoir à s'en servir, elle est obligée d'activer son contrat spirituel. Elle offre son sommeil en guise de paiement, et se transforme même en Power Rangers. Mais lorsque les gardiens de la sainteté les rattrapent enfin, ils découvrent avec stupeur qu'ils se sont trompés de cible, car Mimori n'est pas du tout leur objectif. Ils auraient pu l'ignorer, mais ils sont trop malhonnêtes pour faire une chose pareille. L'un d'eux dit à Mimori de laisser tomber tous ses objets de valeur pour qu'il n'ait pas à le tuer, mais l'autre dit qu'il va quand même tuer Mimori parce que ce sera amusant. Il parle aussi de faire d'autres choses horribles à son cadavre, alors Mimori a déjà décidé que ces types devaient partir et s'enfermer très vite. Pendant que les salauds ne font pas attention, Mimori commence à s'éloigner lentement. Lorsque le groupe s'en aperçoit et pense qu'il essaie de s'échapper, Mimori essaie en fait de les mettre tous dans son champ de vision. Mimori joue bien le rôle d'un faible effrayé, mais lorsque Plédin tente de le découper, il ne tarde pas à le paralyser, ainsi que tous ses coéquipiers. Comme il a réussi, Mimori sait maintenant que ses effets de statut fonctionnent aussi sur les humains, et que Vishou est probablement la seule personne à être immunisée contre eux. Pour en revenir aux veilleurs sacrés, ces types n'étaient pas aussi intimidants que les monstres qu'il avait dû combattre dans les ruines, mais leurs intentions malveillantes étaient bien pires, et Mimori n'a aucun problème à les tuer puisqu'ils ont essayé de le tuer en premier. Il lance son poison et, après la mort de tous les gardiens sacrés, Mimori passe un peu de temps à piller leurs cadavres. C'est alors que lui et Pigimaru sentent que quelqu'un se trouve à proximité. Pendant ce temps, la princesse se tient en position de combat depuis un moment déjà, et elle vient de remarquer qu'elle ne sent plus la présence des 5 gardiens dans la forêt. Elle pense qu'il s'agit d'un piège pour l'inciter à baisser sa garde. Mais à ce moment-là, elle sent quelqu'un d'autre dans la forêt, ce qui la fait paniquer. La présence de ce type n'est pas très puissante, mais pour une raison ou une autre, les esprits ont peur de lui. À ce moment-là, elle entend quelque chose derrière elle et attaque. Mais il s'agit en fait de Pigimaru, qui faisait diversion pour Mimori. Alors que la jeune fille a le dos tourné, Mimori la paralyse. Il a senti qu'elle avait l'intention d'attaquer, mais ce n'était pas par méchanceté.
Mimori devient curieux et pense qu'il pourrait discuter un peu, bien qu'il ne la laisse pas bouger par précaution. Elle lui demande ce qu'il attend d'elle, alors Mimori explique qu'il n'est pas d'ici et qu'il a besoin d'aide pour découvrir la région, alors il espérait qu'elle pourrait se rendre utile. Avant cela, elle lui demande ce qu'il en est des 4 autres hommes qui se trouvaient dans la forêt, et Mimori lui dit qu'il les a tués. La fille est choquée et Mimori lui demande si c'est un problème qui les ait tués, mais elle répond qu'elle est juste surprise que Mimori ait été capable de vaincre les gardiens sacrés tout seul. Elle sent que Mimori ne lui ment pas, probablement grâce à l'une de ses capacités, et elle accepte donc de répondre à toutes les questions que Mimori pourrait avoir à lui poser en échange du fait qu'il lui a sauvé la vie des gardiens sacrés. Mimori voit bien que cette fille n'est pas méchante, et il lui fait un peu plus confiance maintenant. Mais il y a encore des choses qu'il préférerait garder pour lui, et il en va de même pour la jeune fille, alors ils acceptent tous les deux de ne pas se mêler des affaires personnelles de l'autre. Alors que le temps de la paralysie s'écoule, Mimori pose beaucoup de questions et apprend que cet endroit n'est même pas à Lyon. Il se trouve actuellement dans un endroit appelé Royaume d'Urza, la déesse s'est donc débarrassée de lui dans le royaume de quelqu'un d'autre. Mimori a encore une dernière question à poser à la jeune fille. Il sort une page du livre des arts interdits et demande à la jeune fille si elle la comprend. La jeune fille est capable de reconnaître qu'il s'agit d'une sorte d'écriture ancienne, mais c'est tout ce qu'elle peut dire puisqu'elle n'est pas capable de la lire non plus. Cependant, elle dit qu'elle connaît peut-être quelqu'un qui peut comprendre cette écriture, alors elle parle à Mimori de la sorcière des tabous. Elle possédait une telle connaissance des techniques interdites qu'elle a été jugée trop dangereuse et chassée de son pays. Mimori lui demande où il doit aller s'il veut la retrouver. La jeune fille lui dit d'aller au pays des monstres aux yeux d'or, mais c'est une partie dangereuse du continent. Mimori la remercie pour ses informations précieuses, mais la jeune fille estime qu'elle n'a pas fait assez pour rembourser sa dette puisque Mimori lui a sauvé la vie. Mimori lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter d'en faire plus, et qu'elles vont donc se séparer. La jeune fille n'y voit pas d'inconvénient tant que Mimori est satisfaite. Mimori voit qu'elle a un grand sens de l'honneur et de l'honnêteté, ce qui lui rappelle beaucoup sa tante, qui était si gentille qu'il s'inquiétait souvent pour elle. Il lui dit que la paralysie sera levée dans quelques minutes, mais qu'il ne peut pas garantir sa sécurité puisqu'il va partir maintenant. En quittant Mimori, il lui dit qu'il espère que la jeune fille arrivera à destination saine et sauve. Pigimaru revient et demande à Mimori s'il ne va pas la tuer. Mimori répond qu'il ne le ferait pas car il ne trouve aucune joie à tuer. Il ne le fait que pour se défendre, il n'y a donc aucune raison de tuer inutilement cette fille. Bien qu'il ne puisse pas garantir que la fille ne reviendra pas l'attaquer une fois qu'elle sera à nouveau libre de ses mouvements, il demande à Pigimaru de continuer à surveiller ses arrières pour lui. Mimori arrive à la ville, et il est arrêté à la porte d'entrée par une gardienne chargée d'effectuer les contrôles de sécurité. Elle suppose que Mimori est un mercenaire itinérant venu ici pour conquérir les ruines de Mills. Mimori joue le jeu et dit qu'il est effectivement venu ici pour conquérir les ruines, ajoutant également qu'il vient d'une ville rurale et qu'il ne connaît donc pas grand-chose de cet endroit. Son histoire semble suffisamment convaincante pour la gardienne, qui le laisse entrer, car elle a pour ordre de laisser entrer le plus grand nombre possible de mercenaires dans la ville. Mimori est surpris par le relâchement de la sécurité, puisqu'il n'y a pas eu de contrôle des bagages ni de fouille corporelle complète, mais cela lui convient bien, car ses plans se déroulent sans accroc. La première chose qu'il fait est de se rendre dans une auberge pour se trouver une chambre, mais pendant qu'il est à la réception, l'aubergiste est assez grossier avec lui car il pense que Mimori est un perdant fauché. Cependant, il est loin de se douter que Mimori a volé un tas d'argent sur les cadavres des Holy Watchers, et dès qu'il montre un peu d'argent, l'aubergiste commence à le traiter beaucoup plus gentiment. Mimori obtient une chambre comme il le souhaitait, et maintenant qu'il est logé, il sort un peu en ville pour inspecter les environs. Bien qu'il soit un étranger, il ne ressent aucune hostilité à son égard. Il se promène donc tranquillement et découvre des endroits comme des boutiques d'objets et la guilde des aventuriers de la ville. Ces informations lui seront peut-être utiles plus tard, mais pour l'instant, Mimori a faim, alors il fait demi-tour et se dirige vers une taverne voisine pour y prendre de la nourriture. Il goûte à la nourriture de ce monde pour la première fois, et le goût n'est pas très bon, mais c'est suffisamment comestible pour que Mimori s'en contente. Il pense que cette taverne est géniale parce que les gens y sont heureux et ivres, et qu'il est donc facile de recueillir des informations puisque tout le monde parle fort. Il a pu entendre quelques gars parler du fait que le continent est rempli de gens incroyablement forts. Ils discutent de l'échelle de puissance pour savoir qui est le plus fort, mais finalement, ils savent qu'il n'y a qu'une seule équipe qui peut détenir le titre de plus fort, et ce sont les chevaliers dragons noirs qui ont détruit le royaume de Mia. Leurs 5 dragons suffisent à eux seuls à anéantir une armée, mais en plus, ils ont le plus fort de l'humanité et le tueur de héros, alors il y a fort à parier qu'ils gagneraient tout affrontement direct. Après avoir recueilli une bonne quantité d'informations pour la nuit, Mimori ramène les restes de riz dans sa chambre pour nourrir Pigimaru, et pendant que ce dernier mange, il passe en revue ses plans pour l'avenir. Pour l'instant, sa priorité est de trouver quelqu'un qui sache lire la langue des parchemins de la magie interdite, et la seule personne capable de le faire est la sorcière des tabous.
Une autre de ses priorités est de fabriquer la solution de renforcement des monstres afin d'améliorer les capacités de Pigimaru, mais maintenant qu'il y pense, le noble de cette ville a rassemblé des mercenaires pour conquérir les ruines de Mills, et l'un des ingrédients nécessaires à la solution de renforcement est l'os du soldat squelette, et il se trouve que les soldats squelettes se trouvent dans le donjon de Mills. Alors Mimori prévoit de s'y rendre dès demain. Le lendemain, tous les mercenaires de la ville se réunissent pour écouter ce que le marquis Creed Arclay a à leur dire. Creed leur annonce qu'un nouvel étage a été découvert dans les ruines. Il les charge donc d'explorer cet étage et promet, en guise de récompense, que quiconque parviendra à acquérir le calice de l'œil de dragon qui se trouve dans les ruines recevra un prix de 300 pièces d'or. Il est également prêt à payer un bon prix pour tout autre trésor amené, et les mercenaires sont libres d'utiliser les parties de monstres qu'ils trouveront comme bon leur semble. Mimori est ravi, car cela signifie qu'il pourra garder les os des squelettes des ruines une fois qu'il les aura acquis. Maintenant que tout le monde a bien compris les conditions, ils se mettent tous en ligne pour commencer l'inscription, mais alors que Mimori attend dans la file, il remarque une certaine agitation à l'autre bout de la file. Il y a un type qui n'arrête pas de jacasser sur le fait qu'une des filles de la file est vraiment très jolie. En fait, elle est si jolie qu'il jurerait qu'elle est une princesse, ou peut-être même une princesse chevalier du royaume détruit de Neyin, dont la tête est peut-être mise à prix. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, ce type a essayé d'inviter la princesse chevalier à sortir avec lui, mais elle a refusé, et depuis ce jour, il a gravé son visage, sa voix et sa poitrine dans sa mémoire pour pouvoir se venger un jour. Elle s'est donné beaucoup de mal pour cacher son visage, et l'homme doit avoir une certaine habileté dégénérée s'il a été capable de la reconnaître rien qu'à sa voix. Quoi qu'il en soit, pour prouver qu'il a raison sur son identité, il tend la main pour retirer son manteau et montrer son visage à la foule, mais ce faisant, il est choqué de découvrir que le visage de la jeune fille n'est pas le même que celui de la princesse Sarah Ashrin, et la jeune fille déclare maintenant qu'elle s'appelle Mist Baloka. Comme il ne se trompe jamais dans l'identification des voix, il sait qu'elle doit être Ashrin, mais il n'a aucun moyen de le prouver. Il jure donc de se venger de Mist, ainsi que de toutes les belles femmes qui l'ont fait passer pour un idiot. Un peu plus tard, Mimori a l'intention de faire quelques achats pour la mission, mais alors qu'il marche, la jeune fille s'approche de lui pour lui demander s'il est là pour explorer le donjon. Mimori la reconnaît et compatit au fait qu'elle doive faire face à tant de gens qui essaient de révéler son identité, mais elle dit que ce n'est pas un problème puisqu'elle a déguisé son visage à l'avance. Mimori lui suggère tout de même de faire attention à ce genre de gars, car même s'il ne connaît pas sa véritable identité pour l'instant, il semble assez mesquin pour essayer de l'attaquer juste parce qu'elle l'a fait passer pour un idiot devant tout le monde. Cela dit, Mimori lui dit qu'il a une requête à lui faire, il lui explique qu'il n'a aucune idée de la valeur des objets dans cette ville et qu'il aimerait qu'elle l'aide à négocier pour ne pas se faire escroquer. Et bien sûr, il ne lui demande pas de le faire gratuitement puisqu'il promet de la dédommager pour son aide si elle accepte. Elle décide d'accepter son offre puisqu'elle est pratiquement fauchée en ce moment, alors les deux se serrent la main, et elle se présente à lui sous le pseudonyme de Mist, tandis que Mimori se présente sous le nom d'Haïti. Ils font du shopping ensemble, et comme Mist a négocié pour lui, elle a permis à Mimori d'économiser environ 3 pièces d'argent, qu'il lui donne en guise de dédommagement. Elle est surprise de recevoir autant d'argent juste pour avoir fait du shopping avec lui, mais Mimori pense que c'est une juste récompense pour l'aide qu'elle lui a apportée, elle accepte donc le paiement et s'apprête à partir, mais alors qu'elle tente de s'éloigner, elle finit par s'effondrer sur le sol. Mimori lui demande si elle va bien, et elle répond que oui, mais qu'elle n'a pas bien dormi ces derniers jours et qu'elle est un peu fatiguée. Mimori laisse donc les choses en l'état et décide de se rendre dans les ruines pour commencer à chasser les squelettes. Dans les ruines, alors que Mimori descend les escaliers, il entend des mercenaires passer devant lui en criant qu'il y a un petit démon bœuf en bas. Mimori suppose qu'il s'agit d'une version miniature des Minotaures qu'il a dû combattre dans les ruines de l'aliénation. Le démon bœuf charge vers lui, mais Mimori le paralyse et l'empoisonne rapidement, de sorte qu'il ne représentait pas une grande menace pour lui. Il poignarde ensuite le démon bœuf pour vérifier si sa peau est aussi résistante que celle des démons des ruines abandonnées, mais celui-ci est beaucoup plus facile à poignarder. Un peu plus tard, les mercenaires qui s'étaient enfuis plus tôt reviennent avec des renforts pour vaincre le démon bœuf, mais lorsqu'ils le trouvent mort, ils sont choqués que quelqu'un ait été capable de tuer un tel monstre aussi rapidement. Mimori s'enfonce dans les ruines, mais bien que l'endroit grouille de monstres, il ne se sent pas vraiment menacé par l'un d'entre eux, car ils sont faciles à tuer. Il ne gagne pas non plus beaucoup d'expérience en tuant des monstres, alors il décide de s'enfoncer un peu plus dans les ruines pour trouver des monstres plus forts. Alors qu'il se promène dans les couloirs, il surprend le perdant de tout à l'heure en train de parler à quelques mercenaires. Il leur demande de s'en prendre à Mist et de lui faire regretter d'être née, tout ça parce qu'elle n'a pas voulu sortir avec lui et qu'elle lui a fait croire qu'il s'était trompé sur son identité. Il ne peut donc pas la laisser continuer à vivre dans ce monde, et il préfère que les mercenaires la fassent souffrir autant que possible avant de la tuer pour qu'il puisse voir l'expression tordue de désespoir sur son visage. Au début, les mercenaires pensent que c'est une erreur d'aller aussi loin juste parce que quelqu'un l'a ignoré, mais l'argent est l'argent,
Alors ils acceptent de le faire et commencent à parler de la façon dont ils vont la torturer. Mimori entend tout cela, et comme il est sûr que ces types sont des ordures irrécupérables à ce stade, il n'est pas prêt à les laisser s'en tirer avec leur plan pour tuer Mist, alors il sort pour les confronter. Dès qu'il le voit, il menace tous de tuer Mimori, mais ce dernier lève la main et les paralyse tous. Il leur inflige ensuite du poison, et c'est étrangement satisfaisant d'éliminer des ordures dès qu'il en a l'occasion. Une fois les ordures mortes, Mimori poursuit son aventure dans les ruines, mais avant de passer au niveau suivant, il décide de faire une petite pause. 3 heures plus tard, Mimori se réveille de sa sieste et remercie Pigimaru d'avoir fait le guet au cas où des monstres apparaîtraient. Il sort de la pièce pour se rendre à l'étage suivant, mais avant de pouvoir le faire, il tombe sur une équipe de mercenaires qui lui disent de faire attention, car il se passe beaucoup de choses étranges dans ces ruines. Les gens ont trouvé beaucoup de cadavres de monstres, mais on ne sait pas exactement ce qui a tué les monstres, car il n'y a pas de signes évidents d'attaque. On dirait que les monstres sont tombés raides morts au milieu des ruines. En tant que chef du groupe des Saber Tigers, Lily Adamantine tient plus que tout à la vie de ses coéquipiers. Alors qu'elle aurait normalement poursuivi l'exploration des ruines, elle a décidé de faire marche arrière et de retourner à la surface. Elle propose même à Mimori de l'accompagner, mais ce dernier déclare vouloir poursuivre l'exploration des ruines. Lily et le reste de son équipe lui souhaitent donc bonne chance. Mimori sait que toutes les morts inexpliquées sont dues à lui, mais cela joue en sa faveur car si les gens croient qu'il se passe quelque chose d'étrange dans les ruines, cela signifie que moins de mercenaires se présenteront dans les ruines. Mimori s'enfonce dans les ruines jusqu'à ce qu'il arrive à la salle où se trouve le calice du dragon, et il y a une statue de gargouille géante juste à côté. Mais elle est totalement inoffensive, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Mais Mimori n'est pas stupide, il lance des sorts de paralysie et de poison sur la statue, et bien sûr, celle-ci se révèle être un monstre et finit par mourir. Mimori a maintenant officiellement obtenu le calice du dragon, et peu après qu'il l'ait acquis, Mist arrive et est déçu de ne pas avoir réussi à arriver la première. Mimori ne s'intéresse pas vraiment au calice et dit à Mist qu'elle peut l'avoir si elle le souhaite. Elle n'arrive pas à croire que Mimori lui donne quelque chose qui vaut 300 pièces d'or, alors elle lui demande ce qu'il veut en retour, mais Mimori n'a honnêtement rien besoin d'elle. Mist dit qu'elle ne peut pas accepter quelque chose d'aussi précieux gratuitement, mais Mimori dit qu'elle devrait se dépêcher de le prendre, et qu'elle devrait probablement dormir un peu plus tôt, sinon elle finira par s'effondrer. Comme elle n'est toujours pas d'accord, Mimori lui dit qu'il ne s'est jamais soucié de la coupe. Ce qu'il cherchait vraiment se trouve plus loin dans les ruines, et Mist lui propose de monter la garde pendant qu'il y sera. Pour l'instant, la seule chose qu'elle peut lui offrir est son habileté à manier l'épée, et elle promet de ne pas être un obstacle, alors Mimori accepte à quelques conditions. La première condition est qu'aucun d'entre eux ne pose trop de questions sur la vie personnelle de l'autre, et il ne reviendra pas nécessairement à la surface dans la journée, donc si Mist veut revenir par elle-même, Mimori ne sera pas responsable de sa sécurité. Mist accepte les conditions, et ils descendent à l'étage suivant. Mist montre à Mimori à quel point elle peut être utile en abattant un monstre fleur géant. Mimori est impressionné, mais il aimerait lui poser une question. Il a remarqué que certains monstres ont des yeux dorés et d'autres non, et il se demande quelle est la différence entre les deux. Mist lui explique que les monstres aux yeux dorés sont censés contenir de l'expérience, et qu'ils sont donc la proie idéale des monstres, les héros d'un autre monde, pour se perfectionner. Elle ignore que Mimori est l'un de ces héros et poursuit en expliquant que les héros ne gagnent pas d'expérience en tuant des humains, et que l'expérience pour eux est quelque chose d'unique pour les monstres. Quant aux monstres qui n'ont pas d'yeux dorés, ce sont des monstres ordinaires, qui peuvent même nouer des relations amicales avec les humains si les circonstances s'y prêtent. Selon les légendes, le roi démon dégage une puissante énergie appelée essence démoniaque, et les monstres qui sont affectés par cette essence deviennent incroyablement violents et ont les yeux dorés. Avant qu'il n'aille plus loin, Mimori suggère qu'il fasse une pause pour que Mist puisse dormir, mais elle répond qu'elle n'a pas besoin de dormir puisqu'elle est censée garder Mimori. Mimori finit par la convaincre de s'allonger, et une fois qu'elle l'a fait, il l'endort pour qu'elle puisse se reposer. Pendant ce temps, les chevaliers du dragon noir viennent de découvrir l'endroit où les saints veilleurs ont été tués, et leur chef, Sivi, est impatient d'affronter la personne qui a été assez forte pour éliminer les saints veilleurs si facilement. Au bout de quelques heures, l'effet du sommeil de Mimori se dissipe, et le déguisement de Mist réapparaît lorsqu'elle se réveille. Elle n'a aucune idée de la façon dont elle s'est endormie puisque son pactage est toujours en vigueur. Elle cherche Mimori, et à son grand soulagement, il semble qu'il ait dormi tout le temps, et qu'il n'ait donc pas pu voir sa véritable identité. Cependant, Mimori fait semblant de dormir pour qu'elle ne devienne pas paranoïaque, et une fois qu'il fait semblant de se réveiller, ils continuent leur voyage dans le donjon. Ils arrivent bientôt dans une autre pièce, et alors qu'elle semble vide, Mimori entend un bruit inquiétant. Il avertit alors Mist de s'éloigner de la porte, et quelques instants plus tard, un roi squelette en sort.
Mimori sait que le roi squelette est bien plus fort que tous les autres monstres qu'ils ont affrontés jusqu'à présent, mais Myst pense qu'il devrait pouvoir le tuer s'il cible la partie argentée de son menton. C'est un point faible assez évident, mais le roi squelette n'en reste pas moins un monstre redoutable. Il est si fort qu'il faudrait tous les membres du groupe du Tigre de Sabre pour le vaincre. Le roi squelette semble penser que Myst est la plus grande menace ici, et c'est donc elle qui sera la première visée. Elle doit se préparer à se défendre, et dit à Mimori qu'elle est sur le point d'utiliser son atout, mais qu'elle aimerait que cela reste secret le plus longtemps possible, et lui demande donc de le garder entre eux. Myst s'excuse également par avance, car si le monstre dépasse ses attentes, elle ne pourra peut-être pas défendre Mimori comme elle l'avait promis plus tôt. Mimori reconnaît que le roi squelette est fort et qu'il serait probablement difficile de le combattre. Il décide donc d'utiliser sa capacité et de paralyser le monstre. Myst est choqué lorsque le monstre se fige sur place, et encore plus lorsque Mimori l'empoisonne et le vainc en un temps record. Maintenant que le monstre a été vaincu, Mimori commence à collecter les os du roi squelette et confirme que ce sont ceux dont la recette a besoin. Il dit qu'ils peuvent maintenant retourner à la surface, mais il sait que Myst a des dizaines de questions à lui poser, alors il dit qu'il va lui donner quelques réponses tant que les questions ne sont pas trop invasives. À ce moment-là, Pigimaru attire l'attention de Mimori et lui dit qu'il y a quelque chose d'intéressant près du squelette. Mimori va donc jeter un coup d'œil et trouve effectivement quelque chose d'intéressant. Il s'agit d'un tissu magique dans lequel est enveloppé un œuf. Bien qu'il ne sache pas quoi en faire, il décide de l'emporter avec lui. Pendant ce temps, les camarades de classe de Mimori s'enfuient tous, effrayés, après avoir rencontré un groupe de soldats squelettes, et cette fille en particulier panique sur le sol à cause de sa main démembrée. Mais il y a encore des squelettes qui s'approchent pour démembrer plus que sa main, alors Sogu essaie d'intervenir et de défendre ses camarades les plus faibles. Cependant, Oyamada n'en a rien à faire de ses camarades de classe et court, détruisant les squelettes. Takutu aussi, bien qu'il ait failli tuer ses camarades de classe, mais pourquoi se soucierait-il d'eux? Il vient d'atteindre le niveau 24, il est donc trop occupé à se féliciter d'avoir bien travaillé. Pendant ce temps, Mimori et Myst sont revenus à la surface et Myst présente le calice du dragon pour qu'elle reçoive sa récompense. Tandis que la foule l'entoure pour voir le calice, Mimori s'éloigne tranquillement, car il a obtenu tout ce dont il avait besoin dans les ruines de Mills. Au bout d'un moment, Myst rattrape Mimori et lui annonce qu'une cérémonie de remise de prix aura lieu demain, au cours de laquelle elle recevra son prix. Comme elle doit rester en ville d'ici là et qu'elle n'est pas occupée pour le reste de la journée, Mimori lui demande s'il peut discuter avec elle en privé. Il lui demande s'ils peuvent se retrouver dans sa chambre plus tard dans la soirée, et Myst est d'accord. Mimori se retourne alors pour partir, mais avant qu'il ne parte, elle l'attrape par le bras et le remercie encore une fois de lui avoir donné le calice du dragon. Plus tard dans la nuit, Pigimaru dîne pendant que Mimori prépare la solution de renforcement des monstres, et juste au moment où il finit de la préparer, Myst arrive à sa porte. Mimori la fait entrer et va droit au but en lui disant qu'il veut l'engager comme garde du corps. Myst est plutôt surprise par cette proposition, mais Mimori pense que tout le monde y gagnera puisqu'elle aura des frais de déplacement supplémentaires. Mais si elle reçoit les 300 pièces d'or, elle n'aura probablement plus besoin de se soucier de l'argent pendant un certain temps. Quoi qu'il en soit, il sort une carte et explique à Myst que son objectif est d'atteindre la sorcière des tabous dans le pays des monstres aux yeux d'or. Il s'attend à être assailli par un grand nombre de monstres au moins une fois au cours de son voyage, et il se sentira beaucoup mieux s'il peut compter sur une guerrière compétente pour veiller sur ses arrières. Après avoir travaillé avec elle dans les moulins, il pense que Myst serait le garde du corps idéal pour lui. Il se trouve que Myst est en route pour Yonato, ce qui signifie qu'elle pourrait accompagner Mimori sans problème, mais elle hésite encore à accepter l'offre pour une raison ou une autre. Mimori s'en aperçoit et lui dit qu'il n'y a pas d'urgence à répondre tout de suite. De toute façon, il voulait d'abord discuter de quelque chose avec Sarah. Il lui faut un moment pour réaliser que Mimori vient de l'appeler par son vrai nom, et une fois qu'elle l'a compris, elle demande à Mimori comment il a pu connaître sa véritable identité. Mimori révèle que c'est lui qui l'a endormi dans le donjon et qu'il a donc vu son vrai visage. Il est clair qu'elle hésitait à accepter son offre parce qu'elle craignait qu'il soit difficile de lui cacher son identité pendant qu'ils voyagent ensemble, ce qui est probablement la raison pour laquelle elle a refusé de dormir pendant qu'elle travaillait avec Mimori plus tôt. Il lui assure qu'il n'a pas l'intention de la vendre pour quelque raison que ce soit, et qu'elle n'a donc pas à craindre qu'il la trahisse. Sarah révèle qu'elle utilise le pouvoir des esprits pour dissimuler son identité, mais qu'en échange, elle doit renoncer à son désir de dormir. C'est pourquoi elle redevient normale lorsqu'elle s'endort, et c'est aussi la raison pour laquelle les saints veilleurs la poursuivaient dans la forêt puisqu'ils ont réussi à la repérer alors qu'elle était endormie et qu'elle n'avait pas son déguisement. Elle commence à défaire son déguisement et dit à Mimori qu'elle lui est reconnaissante d'avoir tué les saints gardiens, car elle n'a plus à s'inquiéter. Mimori lui demande si le fait qu'elle ait enlevé son déguisement signifie qu'elle lui fait confiance maintenant, et Sarah confirme qu'elle pense qu'il est une personne digne de confiance. Elle accepte officiellement d'être le garde du corps de Mimori, et les deux se serrent la main pour marquer leur nouveau partenariat.
Mimori fouille dans son sac et en sort une gemme bleue qu'il donne à Sarah en guise de paiement, mais Sarah est stupéfaite lorsqu'il la lui tend, car il s'agit d'une authentique gemme du dragon bleu. Mimori ne comprend pas l'importance de cette gemme, puisqu'il s'agit de l'une de celles qu'il a pillées dans les ruines abandonnées. Sarah lui explique alors que les gemmes de ce type sont incroyablement rares et qu'elles valent même bien plus que le calice du dragon. Mimori ne se soucie pas vraiment de la valeur de la gemme et dit à Sarah qu'elle peut quand même la garder. Sarah ne veut pas l'accepter parce qu'elle vaut beaucoup trop cher, mais Mimori en a un sac entier, alors il insiste pour qu'elle garde la gemme. Sarah finit par céder et accepte la pierre précieuse en guise de paiement, mais avant qu'ils ne se séparent pour la journée, Mimori dit qu'ils devraient toujours s'appeler par leur pseudonyme pour protéger leurs identités lorsqu'ils sont en public. Sarah accepte, et comme ils vont travailler ensemble pendant un certain temps, elle pense qu'elle devrait informer Mimori de la raison pour laquelle elle est en fuite. Mimori lui répond qu'il n'a pas besoin de le savoir car il n'a aucun intérêt à fouiller inutilement dans son passé et qu'il ne veut pas non plus qu'elle se sente obligée de lui dire quoi que ce soit. Le lendemain, Mimori et Sarah prennent leur petit déjeuner ensemble, et Mimori en profite pour lui demander si elle sait quelque chose sur la magie interdite. Sarah lui explique qu'il s'agit de magie interdite par Vishou, mais qu'il s'agit en général d'anciens sorts spécifiques. La seule raison pour laquelle ces sorts sont interdits est que Vishou l'a dit et que les gens n'aiment pas la questionner. Si Vishou a pris la peine d'interdire personnellement les sorts interdits, il est très probable qu'elle l'ait fait parce que ces sorts pouvaient être dangereux pour elle. Malheureusement, Sarah n'a pas plus d'informations sur les sorts interdits, mais Mimori lui dit qu'elle lui a donné beaucoup d'informations et qu'il lui en est reconnaissant. Après le petit déjeuner, Sarah dit qu'elle doit se rendre à la cérémonie de remise des prix pour recevoir son prix, et qu'elle retrouvera Mimori dans l'après-midi. Après s'être séparés, Mimori décide de se rendre dans la forêt pour tester la potion de renforcement des monstres qu'il a préparée. Pendant ce temps, lors de la réception de Sarah, un illusionniste a été engagé pour s'assurer que le calice du dragon était bien réel. En temps normal, cela ne poserait pas de problème, mais Sarah a un mauvais pressentiment car elle utilise la magie de l'illusion pour cacher son identité. Les heures passent et Sarah n'est toujours pas revenue comme elle l'avait annoncé, si bien que Mimori commence à s'inquiéter. Pendant ce temps, Vishou est en réunion avec Sogu au sujet de la récente expédition dans les ruines que la classe a effectuée, et Sogu demande si Vishou peut s'occuper de Sakura puisqu'elle s'est fait couper la main. Vishou accepte de soigner la jeune fille, mais elle précise qu'elle le fait uniquement parce que Sakura est de rang B. En effet, si elle était de rang D, elle ne serait pas capable de soigner Sakura. Sinon, si elle était de rang D, l'assurance maladie ne serait pas disponible pour elle. Au passage, Vishou demande à Sogu si elle a envisagé de rejoindre l'équipe de Takuto, mais Sogu ne s'imagine pas s'entendre avec Takuto alors qu'il se soucie si peu des gens qui l'entourent. Vishou qualifie la décision de Sogu d'égoïste, et Sogu commence à essayer de s'expliquer, mais Vishou lui dit qu'elle n'est pas obligée de se justifier. Vishou lui répond qu'elle n'est pas obligée de se justifier, mais qu'elle veut savoir si Sogu est toujours déterminée à sauver ce monde puisqu'elle ne fait pas autant d'efforts qu'un aventurier de rang S. Sogu affirme qu'elle est toujours déterminée à sauver ce monde. Sogu affirme qu'elle remplit son devoir de rang S à sa façon, et Vishou accepte donc de la laisser faire ce qu'elle veut. Cependant, elle ajoute que Sogu sera chargé de s'occuper de ceux qui n'ont pas réussi les épreuves. Vishou veut que Sogu entraîne les héros, mais Sogu n'est pas d'accord avec cette idée, car le contrat initial prévoyait qu'elle se battrait au nom des plus faibles. Vishou prétend qu'un décret royal lui a ordonné de se débarrasser de tous les héros capables de se battre, et elle veut donc que Sogu les entraîne pour qu'ils apprennent à tuer des monstres. Bien sûr, si Sogu refuse, Vishou se débarrassera immédiatement de ses camarades de classe les plus faibles, et Sogu n'a donc pas vraiment le choix. Elle est forcée d'accepter les conditions de Vishou. Au moment de partir, ce dernier lui fait remarquer que si l'un de ses camarades de classe devient un obstacle pour elle, elle devra peut-être s'en occuper elle-même, mais ce n'est pas comme si elle voulait se débarrasser d'eux. Revenons à Mimori. Plus de temps s'est écoulé, et Sarah n'est toujours pas revenue. Soit elle l'a abandonnée, soit il lui est arrivé quelque chose. Compte tenu de l'honnêteté dont elle a fait preuve jusqu'à présent, la seule possibilité est qu'elle ait été enlevée. Elle n'a aucune raison de vouloir mentir à Mimori, car elle n'y gagnerait rien. Alors que Mimori part à la recherche de Sarah, il entend deux hommes raconter que l'identité de Sarah a été révélée lors du banquet et qu'elle a été forcée de fuir dans la forêt pour s'échapper. Mais Mills organise un groupe de chasseurs pour la retrouver, et ce groupe de chasseurs est composé des chevaliers du Dragon Noir. Alors que les chevaliers poursuivent Sarah, elle tente de se transformer en utilisant son régalia spirituel, mais son esprit de lumière a été désorienté lorsque son déguisement a été détruit, de sorte qu'elle ne peut pas se transformer pour l'instant et doit se battre sous sa forme de base. Elle réussit à éliminer quelques chevaliers de rang inférieur, mais c'était vraiment difficile pour elle, et elle craint ce qui pourrait arriver si l'un des chevaliers de rang supérieur l'attaquait maintenant. C'est alors qu'elle aperçoit une flèche tirée par derrière, mais elle sait que ce n'est qu'une distraction, et elle se précipite pour affronter son véritable adversaire, Gisant, le vice-capitaine d'Auban. C'est un adversaire bien plus coriace que les autres, elle a donc du mal à se défendre et perd malheureusement pied.
Le vice-capitaine la désarme alors qu'elle tombe au sol et se met sur elle. Il s'apprête à faire des choses innommables, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Mimori arrive et le paralyse. Sarah est choquée de voir Mimori ici, mais elle sait qu'elle est en sécurité maintenant, alors elle sort de sous le vice-capitaine, et Mimori lui donne une dose non mortelle de poison pour faire bonne mesure. Sarah demande à Mimori pourquoi il est venu la chercher, mais avant que leur conversation n'aille plus loin, Mimori endort le vice-capitaine pour qu'il ne puisse pas les entendre. Sarah prévient Mimori que s'il reste avec elle, il sera également poursuivi par les chevaliers du Dragon Noir. Elle est donc prête à lui rendre la gemme qu'il lui a donnée et à annuler leur contrat afin de ne pas lui causer d'ennui. Mimori lui répond que ce ne sera pas nécessaire car, d'une part, il possède beaucoup de ces gemmes et l'argent n'est donc pas un problème pour lui. Mais surtout, il ne trouvera pas d'autre garde du corps en qui il puisse avoir autant confiance que Sarah, alors il va s'en tenir à elle, et pour l'instant, il a besoin que Sarah se déshabille. Après une pause gênante, Mimori précise qu'il dit cela parce que les gens de la ville l'ont déjà vue dans les vêtements qu'elle porte maintenant, et qu'elle sera donc facilement reconnue si elle ne se change pas rapidement. Ashrin est soulagé d'entendre cela, et Mimori lui dit qu'il a aussi une proposition à lui faire. Il lui dit qu'elle peut essayer de négocier avec la sorcière des tabous pour qu'elle abrite Ashrin pour le moment. Personne n'a encore réussi à découvrir où vit la sorcière, et Ashrin devrait donc pouvoir s'y cacher en toute sécurité. Et comme Mimori s'y rend de toute façon, Ashrin et lui pourront respecter leur accord initial, qui prévoyait qu'elle devienne son garde du corps. Ashrin est reconnaissante à Mimori de veiller sur elle, mais elle se demande pourquoi il va si loin pour l'aider alors qu'ils se connaissent à peine. Cela peut lui sembler étrange, mais Mimori lui explique qu'Ashrin lui rappelle quelqu'un de très précieux, et que s'il l'abandonnait ici, ce serait comme s'il abandonnait sa tante, ce qu'il ne peut pas faire. Ashrin remercie encore une fois Mimori pour sa gentillesse. Maintenant qu'ils se sont mis d'accord, Mimori va voir le vice-capitaine et dissipe partiellement la paralysie pour lui permettre de parler. Le vice-capitaine commence immédiatement à menacer Mimori pour avoir osé s'opposer à un membre des Chevaliers Dragons, mais Mimori ne se laisse pas abattre et lui pose un ultimatum. Il peut lui dire ce que les Chevaliers Dragons préparent, et s'il le fait, Mimori aura pitié de lui, sinon, il mourra d'une mort lente et douloureuse. L'homme essaie de se montrer calme et confiant, mais il finit par accepter de dire à Mimori et à Ashrin ce qu'ils veulent savoir. Cependant, avant qu'il ne puisse tout raconter, sa cervelle est renversée sur le sol par une épée venue du ciel. Mimori et Ashrin se retournent pour voir l'agresseur, et à leur grande horreur, non seulement l'agresseur est hors de portée, mais il s'agit en fait de Griffith, je veux dire Sivy. Il porte de nombreux noms dans ce monde, mais on l'appelle le plus souvent le plus fort de l'humanité. Sivy et ses 5 dragonniers sont tous là, à l'exception de celui dont la cervelle est éparpillée sur le sol. Orbin demande à Sivy s'il était vraiment nécessaire de le tuer, mais Sivy ne se soucie pas vraiment des pertes tant que la mission est terminée. C'est Ortola qui leur a ordonné de le faire, et ce nom semble familier à Ashrin, qui reste figé sous le choc. Au même moment, Ortola est allongé dans son lit et agonise à l'idée de ce qu'il a fait. Il n'a jamais voulu faire de mal à Ashrin parce qu'il l'aimait comme une fille, et plus précisément comme une belle-fille, car il dit explicitement qu'en la voyant, il était toujours concentré et raide. Il ne regrette pas de l'avoir laissée s'échapper, il regrette plutôt que d'autres hommes aient pu avoir des relations amoureuses avec elle. Il a donc décidé que la meilleure chose à faire était de la tuer. Ashrin n'arrive pas à croire qu'Ortola puisse faire une chose pareille, mais c'est la vérité. En fait, c'est ce que Gison allait lui dire, mais comme Sivy pensait qu'il était un obstacle, il a jeté son épée et l'a tué. Si Gison avait réussi à esquiver le coup, Sivy lui aurait laissé la vie sauve. Mais même si Gison avait été paralysé par Mimori, il n'aurait jamais pu esquiver une telle attaque. Les dragonniers demandent ce qu'ils doivent faire d'Ashrin maintenant, et selon les ordres qu'Ortola leur a donnés, il veut qu'Ashrin soit tué et que son cadavre lui soit ramené intact, ce qui lui permet d'envisager la nécrophilie. Ashrin n'arrive toujours pas à croire qu'Ortola puisse ordonner une telle chose, mais Sivy lui dit qu'il est prêt à lui donner la chance de regagner sa vie. Il est obsédé par l'idée de trouver des adversaires forts, et si Ashrin peut le battre en duel, il la libérera. Il était impatient de tester la fameuse régalie de l'esprit d'Ashrin, c'est pourquoi il était si motivé à l'idée de la rattraper. Mais pour l'instant, il est bien plus intéressé par Mimori que par Ashrin. Mimori a des sueurs froides car il risque d'être tué à tout moment, et Sivy et son équipe sont encore légèrement hors de portée de sa capacité, ce qui limite ses possibilités de contre-attaque. Mais malgré cette situation désastreuse, Mimori garde le sourire et prend un pari. Il demande à Sivy s'il peut parler avec lui alors qu'il s'avance lentement, mais Sivy lui demande d'abord de s'identifier. Mimori se présente sous le nom d'Oti, mais Sivy comprend tout de suite qu'il s'agit d'un faux nom, et si Mimori a une raison de vouloir cacher son nom, c'est qu'il doit y avoir une histoire derrière. Les dragonniers ne comprennent pas pourquoi Sivy écoute un garçon au hasard, mais Sivy trouve intéressant que Mimori ne montre aucune crainte malgré le fait qu'il soit confronté au groupe le plus puissant du continent.
En fait, Sylvie voit bien que Mimori a l'air de se préparer à attaquer ou quelque chose du genre, alors que presque personne n'envisage d'attaquer Sylvie. Mimori demande à Sylvie s'il est vrai qu'il est à la recherche d'un adversaire digne de ce nom pour lui livrer un combat dont il sera satisfait, et Sylvie confirme que c'est vrai. Mais si c'est le cas, Mimori demande pourquoi Sylvie ne s'attaque pas à des personnes plus manifestement fortes, comme la déesse Vishyu ou les héros. Sylvie explique qu'il a conclu un pacte de non-agression avec Vishyu et qu'il ne peut donc pas la combattre, mais qu'il garde espoir dans les héros invoqués par Vishyu, car il a entendu l'histoire selon laquelle les héros commencent par être faibles, mais acquièrent au fil du temps une force incroyable. Il attend donc patiemment le jour où l'un d'entre eux deviendra assez fort pour le défier. Ce serait bien qu'ils aient la puissance nécessaire pour le tuer, car Sylvie s'ennuie dans la vie ces derniers temps, à force d'être le meilleur dans tous les domaines. Par courtoisie pour Mimori, Sylvie propose même de tuer Ashrin le moins douloureusement possible et de remettre sa tête à l'actuelle princesse de Nia. Ashrin lui demande pourquoi il devrait faire cela, alors Sylvie l'informe que sa fuite a conduit Aliam à devenir hostile à ce royaume, et qu'ils l'ont même envahi récemment parce que la déesse a exigé qu'Ashrin lui soit remise, mais que l'empereur Ortola a refusé. C'est alors que Mimori prend la parole et fait une proposition intéressante à Sylvie. Il dit que si Sylvie cherche vraiment un adversaire capable de le tuer, alors Mimori peut devenir cet adversaire pour lui. Plus tôt, Sylvie a mentionné qu'il espérait que les héros invoqués deviendraient assez forts pour le vaincre, alors Mimori révèle qu'il est, en fait, l'un de ces héros invoqués. Sylvie est capable de détecter si quelqu'un ment ou non, et il peut donc dire que Mimori dit la vérité. Il lui demande ce qu'il fait ici s'il est un héros, et Mimori lui répond qu'il occupe une position unique parmi les autres héros, et qu'il a été autorisé à agir de façon indépendante par Vishyu elle-même. Techniquement, ce n'est pas un mensonge puisque Mimori est le seul héros de rang E. Il est donc dans une position unique, et Vishyu a dit qu'il serait autorisé à faire ce qu'il veut s'il réussit à survivre aux ruines abandonnées. Elle lui a donc donné la permission d'agir de façon indépendante. Comme tout ce qu'a dit Mimori est techniquement vrai, le détecteur de mensonges de Sylvie l'amène à penser que Mimori doit être un héros vraiment prometteur pour que Vishyu lui accorde un traitement spécial, et cela l'excite, alors il demande à Mimori de formuler sa proposition. Mimori dit qu'il aimerait reporter leur combat, ce qui signifie qu'il veut que Sylvie l'épargne jusqu'à ce qu'il devienne assez fort pour lui offrir le combat dont il rêve. Sylvie, amusée, demande à Mimori comment il compte s'y prendre, et Mimori l'informe de son intention d'aller s'entraîner au pays des monstres aux yeux d'or, mais qu'il reviendra certainement à Vishyu tôt ou tard, de sorte que Sylvie n'aura pas à s'inquiéter de voir Mimori partir et se cacher. Tout ce qu'il a dit jusqu'à présent a convaincu Sylvie, qui accepte donc d'épargner la vie de Mimori pour qu'il devienne assez fort pour être un adversaire digne de ce nom. Il dit à Mimori qu'il peut partir sans craindre d'être attaqué. Mimori reprend la parole et dit à Sylvie qu'il a besoin d'Ashrin pour traverser le pays des monstres aux yeux d'or. Sylvie rit et accepte de ne pas faire de mal à Ashrin non plus, et il ne laissera aucun de ses subordonnés la toucher jusqu'à la fin de son duel avec Mimori. Mimori est vraiment fier de ses talents d'acteur, car il a réussi à éviter un combat direct avec Sylvie, mais pour ce qui est de s'entraîner afin d'avoir une revanche sur Sylvie, Mimori n'est pas stupide. Sylvie a le dos tourné, mais il est toujours à portée. Alors Mimori saisit immédiatement l'opportunité d'utiliser Paralyse sur Sylvie et tous les autres Dragon Riders. Mimori s'excuse d'avoir trahi la confiance de Sylvie, mais il n'est pas assez gentil pour ignorer une ouverture claire pour attaquer, et le but de Mimori est de se venger de la déesse, il n'a donc pas le temps de s'inquiéter pour Sylvie et les autres. Sylvie est furieux d'avoir été trahi, et son titre de plus fort de l'humanité n'est pas pour rien, puisqu'il parvient à bouger malgré la paralysie et le poison, mais il ne parvient finalement pas à les surmonter. Alors que l'un des chevaliers dragons est sur le point de mourir, il déclenche un signal pour appeler tous les chevaliers dragons qui étaient en attente dans la forêt, et lorsque Sylvie les voit, il les avertit tous qu'ils doivent rester hors de portée de Mimori, et qu'ils doivent donc attaquer depuis le ciel. Cependant, Mimori avait déjà pensé à un plan pour résoudre le problème de la faible portée de sa capacité, et c'est pourquoi, après avoir donné à Pigimaru la potion de renforcement des monstres, il est maintenant capable de se lier à lui. Cela présente quelques inconvénients, car il faut beaucoup de temps pour atteindre cet état et cela brûle ses PM, mais une fois que c'est fait, il peut utiliser ses vrilles baveuses pour augmenter considérablement la portée de sa compétence paralysée et faire tomber les chevaliers dragons au sol. L'utilisation intensive de ces compétences permet à Mimori d'en acquérir de nouvelles. Il en teste quelques-unes sur certains chevaliers et apprend que Berserk est une compétence qui provoque des pulsions violentes et que Darkness est une compétence qui émousse l'essence d'une personne et la plonge dans un monde de noirceur. En peu de temps, tous les chevaliers dragons restants ont été tués, et le seul survivant est Sylvie, qui essaie encore de combattre les effets, mais il meurt lui aussi peu de temps après. Après cela, Mimori remercie Ashrin d'être resté à ses côtés et de l'avoir gardé pendant qu'il combattait les chevaliers dragons, mais elle lui dit de ne pas le mentionner parce que c'est le moins qu'elle puisse faire en tant que garde du corps. Cependant, Ashrin veut avertir Mimori d'une autre menace. Elle lui parle d'un certain héros Slayer,
un homme agressif qui aurait pu rivaliser avec Sylvie, mais il se trouve que Mimori a déjà éliminé le héros Slayer, ce qui fait qu'il n'y a plus de menace immédiate pour eux. Pendant ce temps, avec les autres héros, Sogu s'inquiète un peu car elle n'a pas encore éveillé une compétence spéciale, mais tout à coup, une fille aux cheveux violets arrive et leur dit que Vishu est occupée et qu'elle va donc prendre la relève en tant qu'instructrice d'entraînement. Oyamada lui demande pourquoi il devrait l'écouter, mais la jeune fille l'assomme presque instantanément, prouvant qu'elle est assez forte pour prendre les commandes, et dit à tout le monde de se préparer parce qu'il retourne à la capitale. De son côté, Mimori vient de raconter à Ashrin son histoire et comment il souhaite se venger de la déesse pour ce qu'elle lui a fait subir, et Ashrin est prête à l'aider de toutes les manières possibles. Mimori a déjà risqué sa vie à plusieurs reprises pour la sauver, alors tant qu'elle pourra lui être utile, elle sera à ses côtés. À l'arrière des ruines abandonnées, les gardes chargés de veiller à ce que rien ne se passe mal arrivent pour vérifier l'état des lieux. Il y a bien eu un problème, car le cristal de la porte a brûlé. Cela signifie normalement que quelqu'un a réussi à ouvrir la porte de l'intérieur et à sortir, et l'un des gardes pense qu'il devrait probablement le signaler à Alion. Mais ce serait trop de paperasse, alors les autres décident qu'il vaut mieux faire comme si rien ne s'était passé ici. D'ailleurs, ce n'est pas comme si quelqu'un avait pu survivre aux ruines abandonnées et s'en sortir vivant, ce serait impossible. Pendant ce temps, Mimori profite d'un festival en ville et trouve par hasard un masque sympa en vente. Le propriétaire de l'échoppe commence à lui parler du Seigneur des Mouches, auquel le masque est censé ressembler. Le Seigneur des Mouches est une personne qui a un jour transformé une île de monstres en sa forteresse, se rendant maître des démons qui étaient ostracisés par le mal lui-même. Le Seigneur des Mouches et son armée ont fini par être anéantis, mais comme il était si cool, il est resté populaire jusqu'à aujourd'hui, même s'il était maléfique. Mimori décide d'acheter le masque et se rend dans une tente pour l'essayer. Il n'est pas vraiment un héros exemplaire, et un masque ressemblant à un démon lui conviendrait mieux. Il se jure une fois de plus qu'il fera payer à Vishu ce qu'elle lui a fait, et sa détermination ne doit pas être sous-estimée car il n'a littéralement rien de mieux à faire. Dans le royaume de Magnar, la nouvelle de la chute des 5 dragons est parvenue à la Sainte Alliance, et le roi de Magnar a du mal à croire que l'homme considéré comme le plus grand guerrier de l'humanité ait été vaincu du jour au lendemain. Le roi d'Ulza lui dit qu'il a personnellement identifié les cadavres des dragonniers et qu'il n'y a donc aucun doute sur leur mort. Le roi de Magnar demande si la déesse d'Alion a des informations à ce sujet. Vishu l'informe que les dragonniers étaient apparemment à la poursuite d'Ashrin lorsqu'ils ont trouvé la mort, et bien qu'ils ne sachent pas où Ashrin s'est rendu après le combat, ils ont trouvé des vêtements déchirés d'Ashrin et beaucoup de son sang. À en juger par la quantité, ils pensent qu'il est possible qu'elle ait été confrontée aux chevaliers dragons noirs et qu'elle les ait tous tués, mais qu'elle ait été gravement blessée au cours du processus et qu'elle soit morte ébouillantée ailleurs. Les chevaliers noirs étaient le meilleur espoir de l'humanité face à l'empire du grand démon, et leur disparition porte un coup terrible à la puissance de la Sainte Alliance. Les héros d'un autre monde sont donc encore plus précieux qu'ils ne l'étaient auparavant. L'empereur de Mirafolk trouve amusant qu'à chaque fois qu'un grand malheur survient, Alion semble toujours en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Vishu reste poli et demande à Folk ce qu'il veut insinuer avec sa déclaration, mais Folk est sérieux. Chaque fois que quelque chose de grave se produit, ils sont obligés de compter sur Alion et ses héros, ce qui arrange bien Vishu. Vishu affirme qu'ils sont tous également affectés par l'essence du Seigneur des Ténèbres, et qu'elle est donc du même côté qu'eux, mais elle se montre très passive-agressive à l'égard de Folk, qui décide donc d'arrêter de parler avant que les choses n'aillent trop loin. Il reste une dernière chose à discuter avant de lever la séance. Le roi de Magnar demande si tout le monde croit vraiment qu'Ashrin était capable de tuer les 5 chevaliers du Dragon Noir. Il est difficile de croire qu'elle était capable de faire quelque chose comme ça toute seule, mais ils n'ont aucune idée de qui aurait pu être derrière tout ça. Cependant, un messager entre dans la pièce et l'informe qu'il existe un groupe qui s'attribue le mérite de la défaite des chevaliers dragons noirs, et qui se nomme les utilisateurs de la magie de la malédiction d'Ashint. Le lendemain, Mimori et Ashrin se promènent en ville pour faire le plein de provisions, et comme personne ne semble les suivre, cet endroit est sans doute le plus sûr pour leur préparation. Ashrin explique qu'il s'agit d'un colisée de sport de sang où esclaves et mercenaires s'entretuent pour divertir la foule. Les combattants peuvent gagner des récompenses en remportant leur match, et depuis qu'il est géré par le duc et la guilde des mercenaires, il est devenu une source de divertissement de premier ordre pour le public, bien qu'au début, ce n'était qu'un moyen pour la guilde des mercenaires d'évaluer ses combattants. Ashrin et Mimori trouvent plus tard une bonne auberge où séjourner, et comme ils doivent économiser de l'argent, Ashrin suggère qu'elle et Mimori partagent une chambre. Mimori lui demande si elle est vraiment d'accord, puisque Mimori est un homme et que des choses pourraient arriver, mais bien qu'elle soit embarrassée, elle dit que ça ne la dérange pas, et Mimori prend une chambre pour eux deux. Après cela, ils se rendent au bar pour manger quelque chose, et l'endroit est plutôt bondé, ce qui permet à Mimori d'entendre une conversation sur la mort des chevaliers du Dragon Noir. D'après ce qu'il entend, les gens pensent qu'Ashrin est mort des mains des chevaliers dragons, mais que ces derniers ont été éliminés par quelqu'un d'autre. Un groupe appelé Ashint s'attribue le mérite d'avoir tué les chevaliers dragons grâce à leur magie de malédiction.
Ashrin a déjà entendu parler de ce groupe, et elle dit à Mimori qu'il vénère apparemment le dieu des malédictions. À ce moment-là, les Ashint entrent dans le bar et profitent de l'influence qu'ils ont acquise en s'attribuant le mérite de ce qu'a fait Mimori. Après les avoir bien observés, Mimori ne pense pas qu'il représente une grande menace, et il n'est pas fâché qu'il s'attribue le mérite de ce qu'il a fait, car cela détourne l'attention de lui. Mimori continue d'écouter les conversations autour de lui, mais il entend des gens parler de qui d'autres auraient pu être assez forts pour vaincre les chevaliers du Dragon Noir, et finalement, la sorcière des tabous est mentionnée. C'est apparemment une elfe noire, et personne ne l'a vue depuis 10 ans, mais quelqu'un dans la capitale l'a déjà vue. Mimori s'approche de la table et demande si les gars peuvent lui en dire un peu plus sur cette personne, et au début, ils ne veulent pas parler à Mimori. Mais lorsque Mimori propose de payer leur boisson, ils sont beaucoup plus disposés à lui parler. Ils lui disent que la personne qui a rencontré la sorcière des tabous est la plus forte combattante du Colisée, et que s'il veut la rencontrer, il devra probablement s'adresser au propriétaire du Colisée. Mais Mimori a de la chance, car la personne en question vient d'entrer dans le bar. Mimori s'approche d'elle et se présente, mais elle sait immédiatement qu'il veut obtenir quelque chose d'elle, alors elle lui demande de préciser ce qu'il veut. Mimori va droit au but et lui dit qu'il aimerait rencontrer la sorcière des tabous. Elle avoue s'être déjà aventurée au pays des monstres aux yeux d'or, mais elle n'y avoir jamais rencontré la sorcière. Cependant, grâce aux esprits d'Ashrin, elle est capable de dire qu'Èvement lorsqu'elle affirme n'avoir jamais rencontré la sorcière. Eve demande à Mimori pourquoi il veut voir la sorcière des tabous, ce à quoi Mimori répond qu'il n'y va que par curiosité. Eve lui conseille d'éviter le pays des monstres aux yeux d'or car, pour être franche, elle ne pense pas que Mimori soit assez fort pour y survivre jusqu'à 3 jours. Elle dit à Mimori qu'il devrait accorder un peu plus d'importance à sa vie, mais c'est un peu hypocrite de sa part puisqu'elle risque régulièrement sa vie sur scène. Plus tard, Ashrin informe Mimori qu'Eve a menti, ce qui leur permet de garantir qu'elle sait où se trouve la sorcière. En retournant à sa chambre d'hôtel, Mimori se rend compte qu'il a oublié de ramener de la nourriture pour Pigimaru, alors il décide de sortir un anka qu'il avait avec lui lorsqu'il est arrivé dans ce monde. Il en donne aussi à Ashrin, qui n'a jamais rien mangé de tel, mais dès qu'elle le porte à sa bouche, elle est ravie par son goût merveilleux. Elle lui demande si c'est un anka courant dans son monde, et Mimori lui répond que oui, mais qu'il ne peut malheureusement pas en fabriquer d'autres. Pour l'instant, ils doivent décider de ce qu'ils vont faire, et la première chose à l'ordre du jour est de trouver l'emplacement de la sorcière d'Ève. Il doit trouver un moyen de la faire parler, mais qu'est-ce qui serait plus important pour elle que sa vie? En général, c'est l'argent, car elle peut acheter sa liberté si elle a assez d'argent, mais cela nécessite une grosse somme d'argent. Le même soir, Ève rend visite à une petite elfe noire et lui promet de faire de son mieux pour la sortir d'ici. De retour dans la chambre de Mimori, Ashrin s'entraîne avec sa tenue d'esprit. Il s'agit d'une armure qui n'a pas d'autre utilité que d'avoir l'air cool, mais je suis sûre qu'elle sera utile à un moment ou à un autre. Une fois qu'Ashrin a fini de s'entraîner, Mimori lui demande si elle peut lui donner quelques conseils sur la façon de gérer le combat rapproché, car il s'est un peu trop reposé sur sa compétence ces derniers temps, et il veut être prêt si jamais il n'est pas en mesure de l'utiliser. Ashrin comprend et décide de l'entraîner de la même manière qu'elle aurait entraîné l'un de ses chevaliers lorsqu'elle était encore capitaine. Elle recule d'un pas et demande à Mimori de l'attaquer. Il lance un coup de poing direct, mais Ashrin l'esquive facilement et lui met une clé de bras. Ce genre de technique ne nécessite pas d'armes, et peut être facilement perfectionné en quelques jours d'entraînement. En disant cela, elle se rend compte qu'elle est très proche de Mimori, alors elle recule d'un pas et s'excuse. Mimori lui répond que ce n'est pas grave puisque c'est lui qui lui a demandé de s'entraîner avec lui. Après une longue séance d'entraînement, Mimori prend un bain et Ashrin s'adonne à une activité dégénérée avec la chemise de Mimori. Elle réalise que ce qu'elle fait est une erreur, même si elle a des sentiments pour Mimori, et heureusement, il semble que personne n'était là pour la voir, sauf Mimori, qui se tenait derrière elle pendant tout ce temps. Il dit qu'il a remarqué que ses vêtements avaient disparu, alors il est venu les chercher, et Ashrin s'excuse, disant qu'elle a pensé que ce serait une bonne idée de laver ses vêtements avec les siens. Plus tard dans la nuit, Ashrin est endormie et Mimori la félicite pour sa gentillesse. Elle s'efforce de devenir une épée capable de le protéger, et elle réprime toutes sortes d'émotions négatives pour remplir son rôle pour lui, il devrait donc lui être reconnaissant. Ashrin se réveille et remarque que Mimori est toujours debout, alors il lui dit qu'il a juste un peu de mal à dormir. Ashrin a un bon remède pour cela, elle sort donc du lit et fouille dans son sac pour trouver des herbes. L'une d'entre elles aide à dormir, mais l'autre a l'effet inverse et vous laisse excité et plein de vigueur dans la chambre à coucher. Bien sûr, elle n'a pas l'intention de l'utiliser sur Mimori. Puisqu'il va prendre des herbes, Mimori sort un cube de soupe de son sac et l'utilise pour préparer 2 tasses de soupe pour lui et Ashrin. Mimori demande à Ashrin de goûter avant qu'il n'ajoute les herbes, et elle est stupéfaite par le goût de la soupe et par la façon dont toute cette saveur a été concentrée dans un seul petit cube. Maintenant qu'elle l'a goûté, elle va y ajouter l'herbe du sommeil, mais elle en a renversé beaucoup plus qu'elle n'en avait l'intention. Le second contient une quantité normale d'herbe de sommeil, et Ashrin propose de boire la tasse surdosée, puisque c'est elle qui a fait l'erreur au départ.
Lorsque Mimori et elle la boivent, elle se sent étonnamment rafraîchie, alors qu'elle devrait se sentir somnolente. Ashrin va donc vérifier quel flacon elle a utilisé, et il s'avère qu'elle a mélangé les herbes d'excitation et les herbes de sommeil. Elle s'excuse sincèrement auprès de Mimori, mais celui-ci lui répond que ce n'est pas grave, qu'il va juste lire son livre pour s'occuper. Ashrin lui demande si elle peut lui offrir des services particuliers, car elle est sûre qu'il est raide comme une planche en ce moment. Mais alors que Mimori est certainement tenté, il lui demande de dormir un peu. Ashrin est surpris de voir à quel point Mimori résiste aux tentations, mais ce n'est pas comme s'il n'en avait pas envie, sa vengeance passe avant tout. Tant qu'il n'aura pas fait payer Vicious, il ne pourra pas se concentrer sur autre chose. C'est un peu comme une malédiction qui l'empêche d'être heureux tant qu'il n'a pas atteint son but. Cependant, une fois sa vengeance accomplie, il devrait pouvoir consacrer son énergie à d'autres projets. Ashrin se range donc derrière lui et jure qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider Mimori à se venger, et Mimori est reconnaissant de son aide. Le lendemain, ils se rendent au Bloodsport Coliseum, et Ashrin retourne à Mimori après s'être renseigné sur Eve. Elle a été vendue au Colisée en tant qu'esclave, mais dès son arrivée, elle a eu un grand succès auprès des fans, et elle n'a pas perdu un seul match en 3 ans de combat. Demain, c'est apparemment son dernier combat, ce qui signifie qu'elle a déjà gagné assez d'argent pour acheter sa propre liberté, et qu'il ne sera donc plus possible d'essayer de négocier avec elle en utilisant de l'argent. De plus, Ashrin a appris qu'Eve avait déjà économisé assez d'argent pour acheter sa liberté il y a 2 ans, et qu'elle essaie maintenant d'acheter la liberté de la petite fille Elf également. Ashrin est également préoccupé par le fait que tous les champions de Colisée précédents sont morts lors de leur dernier combat. Il semble donc qu'il y ait un acte criminel, car des rumeurs circulent selon lesquelles le duc s'arrangerait pour désavantager les combattants lors de leur dernier combat. Mais Mimori sourit, car c'est peut-être exactement ce dont ils ont besoin pour qu'Eve leur fasse confiance. Eve est la championne invaincue, et elle est très populaire. Il ne fait donc aucun doute que l'équipe de direction du Coliseum essaierait de tuer Eve pour la publicité que cela créerait. Ashrin suppose que Mimori a l'intention d'empêcher cela lors de l'événement principal de demain, mais Mimori ne voit pas pourquoi il devrait attendre demain pour sauver Eve alors qu'il peut le faire aujourd'hui. Plus tard dans la journée, Mimori coince Eve dans une ruelle sombre et lui dit qu'il a besoin de lui parler. Eve tente d'écarter Mimori en lui disant qu'elle ne sait pas où trouver la sorcière des tabous, mais Mimori sait déjà qu'elle ment. Il lui demande si Eve essaie de cacher l'emplacement de la sorcière parce qu'elle a une dette envers elle, mais Eve le nie. Cependant, Ashrin est là aussi, et elle reproche immédiatement à Eve d'avoir encore menti. Eve commence à se méfier des intentions de Mimori et s'apprête à dégainer son épée, mais Mimori l'arrête en disant qu'il veut juste aider à la sauver. Elle lui demande de quoi il a l'intention de la sauver, et Mimori lui explique que le duc qui dirige le Colisée va utiliser toutes sortes d'astuces pour s'assurer qu'elle soit éliminée lors du match de demain. Eve ne comprend toujours pas pourquoi Mimori essaie de l'aider, mais Mimori ne veut pas laisser mourir sa source d'informations sur la sorcière. Il serait beaucoup plus facile de prendre la fille qu'elle essaie d'aider et de s'enfuir avant le match de demain. En entendant cela, Eve comprend que Mimori est une menace pour elle, mais bien qu'elle apprécie son avertissement, elle ne peut pas se permettre de s'enfuir avant le match de demain. Prendre la fille et s'enfuir est une option, mais où irait-elle exactement? Si elle ne respecte pas les règles et n'achète pas sa liberté et celle de la jeune fille, le duc enverra des mercenaires la traquer ou mettra sa tête à prix. Elle pourrait peut-être supporter la vie en fuite si elle était seule, mais elle doit penser à la sécurité de la jeune fille. Mimori dit qu'il connaît un endroit où elle pourrait s'enfuir et suggère qu'Eve et la jeune fille se cachent à l'endroit où vit la sorcière des tabous. Il est sûr que personne ne pourra y trouver Eve, mais elle répond que c'est impossible puisque personne ne peut atteindre le cœur d'un pays de monstres. Mimori dit qu'ils pourront peut-être l'atteindre s'ils travaillent ensemble, et il promet d'aider à protéger la jeune fille dans toute la mesure de ses capacités. Mais Eve ne pense pas qu'il ait ce qu'il faut pour tenir cette promesse. Elle voit bien que la fille qui l'accompagne a suivi une formation en arts martiaux, mais Mimori a l'air d'un faible à ses yeux. Mimori admet qu'il n'est pas très doué pour les arts martiaux, mais qu'il connaît bien la magie. Il lui dit qu'il peut facilement vaincre un roi squelette à lui tout seul, mais bien que ce soit un exploit impressionnant, Eve n'est pas convaincue que Mimori puisse faire le voyage jusqu'au pays des monstres. Pour prouver qu'il est assez fort, Mimori dit à Eve que c'est lui qui a tué les 5 dragons, mais Eve pense qu'il ment, alors Mimori lui fait une démonstration du pouvoir qu'il a utilisé pour tuer Sylvie et les autres. Il lève la main et lance paralyse sur Eve, la laissant figée sur place. Il l'avertit qu'elle ne doit pas essayer de trop bouger, car cela pourrait endommager son corps. C'est le pouvoir qu'ils ont utilisé pour vaincre Sylvie, et juste au cas où elle ne le croirait toujours pas, Ashrin révèle sa véritable identité, prouvant que les rumeurs de sa mort étaient fausses et que Mimori l'a vraiment sauvée de Sylvie. Cela devrait suffire à prouver les capacités de Mimori, alors il libère Eve de sa paralysie, et elle est convaincue que Mimori ne lui a pas menti tout à l'heure, mais sa décision n'a pas changé du tout. Mimori voit qu'il n'arrivera pas à convaincre Eve, alors il s'excuse de l'avoir dérangée et lui dit qu'il espère qu'elle trouvera un moyen de gagner son match demain. Cependant, si elle change d'avis, il l'attendra au ponto le matin, prêt à quitter la ville.
Mimori s'éloigne alors avec Ashrin, mais alors qu'ils partent, ils tombent sur un groupe d'Ashint, des adeptes du dieu maudit, qui sont encore sous le coup de l'émotion qu'ils ont eue en volant le mérite de l'exploit de Mimori. Leurs actions frauduleuses agacent beaucoup Ashrin, mais Mimori ne pense pas qu'il soit nécessaire d'agir contre eux tant qu'ils ne blessent personne. Cependant, alors que Mimori et Ashrin continuent de marcher, ils aperçoivent des membres du culte du dieu maudit en train de faire du mal à quelqu'un. Ces types essaient de kidnapper cette femme pour des raisons peu recommandables, et Ashrin est prête à les abattre immédiatement. Mais Mimori l'en empêche et lui dit qu'il va s'en occuper lui-même. Il lance alors l'un de ses nouveaux sorts et fait en sorte que les membres du culte deviennent fous furieux et s'entretuent. Pendant ce temps, il continue à marcher vers la maison avec Ashrin. Le lendemain matin, Ashrin et lui sont prêts à partir avant l'aube. Il semble qu'Eve ne se soit pas présentée après tout, alors Ashrin demande à Mimori s'il pense qu'il y a une chance qu'Eve soit capable de gagner son match et de gagner sa liberté avec la petite fille. Malheureusement, Mimori répond qu'il n'y a aucune chance que cela se produise. Le duc Xuan est bien connu pour ses méthodes douteuses, et Eve ne peut que se retrouver dans une situation catastrophique si elle se fie à la parole d'une ordure comme lui. Pendant ce temps, Eve a du mal à dormir à cause de la conversation qu'elle a eue avec Mimori la nuit dernière. Elle croit toujours que le duc Xuan respectera leur accord, mais elle n'arrive pas à se débarrasser de ses doutes. Elle décide donc de se rendre au bureau du duc pour confirmer qu'il la laissera vraiment partir après qu'elle aura gagné son dernier match. Alors qu'elle s'approche du bureau du duc, elle l'entend parler avec son conseiller du match final de demain et du fait qu'Eve va manquer aux spectateurs. Mais bien sûr, il a l'intention de la faire mourir lors de ce match parce que ce serait bon pour la publicité. Eve est choquée d'apprendre que le duc a sérieusement prévu de la trahir, mais le duc poursuit en disant qu'il a toujours considéré Eve comme une bête sauvage devenue rentable. Maintenant qu'elle ne lui est plus utile, il a l'intention de demander au prochain champion de l'écorcher vive et de porter sa peau en guise de nouveau gimmick. Le conseiller demande au duc ce qu'il compte faire au sujet de l'elfe noir dont Eve s'occupait avec tant d'acharnement. Il suggère que ce serait une bonne idée de lui accorder la liberté en guise de geste de bonne volonté, puisqu'Eve a continué à se battre pendant 2 années supplémentaires pour le bien de l'elfe noir. Le duc Xuan dit qu'il pensait en fait recueillir la fille de l'elfe noir, et son conseiller s'étonne que le duc fasse preuve de compassion pour une fois, mais le duc n'a pas dit qu'il était compatissant. Il a seulement l'intention de l'accueillir parce qu'il est fétichiste des jeunes elfes, et une fois qu'il en aura fini avec elle, il la vendra au bordel le plus proche. Eve sait maintenant que Mimori avait raison et qu'elle n'a aucune chance d'être libérée si elle fait confiance au duc, alors elle se rend sur le pont pour voir si elle peut encore accepter le marché de Mimori. Elle arrive bientôt sur le pont, espérant que Mimori et Ashrin ne sont pas encore partis, et heureusement, ils sont toujours là à l'attendre. Mimori lui demande si cela signifie qu'Eve souhaite accepter son offre, ce qu'Eve confirme, car tout ce qu'il a dit à propos de la trahison du duc était vrai. Elle a encore des choses à dire sur leur voyage au pays des monstres, mais elle a l'intention de dire à Mimori où vit la sorcière. Dans ce cas, Mimori est satisfaite, et la seule chose qui reste à faire est d'aller chercher la jeune fille elfe. Pendant ce temps, la jeune fille elfe est mise au travail à la taverne, où le cruel propriétaire entre et commence à lui crier dessus pour sa lenteur et son inutilité. La jeune fille essaie de l'ignorer et de continuer à travailler, mais malheureusement, le propriétaire la frappe jusqu'à ce qu'elle s'effondre en larmes. La seule chose qui lui permet de continuer à travailler est la promesse qu'Eve lui a faite de la libérer. La propriétaire est une ratée, et elle ne voit rien de mal à déverser toute sa frustration refoulée sur la jeune fille. Elle se met même à hurler dans les oreilles de la jeune fille pour la torturer, mais quelques instants plus tard, elle fait irruption dans la pièce et confronte la propriétaire. Eve savait que la petite elfe était maltraitée ici, mais elle n'imaginait pas que les choses avaient dégénéré à ce point, et elle est prête à tuer la propriétaire pour toutes les souffrances qu'elle a infligées à la petite elfe. Cependant, la propriétaire se met à supplier pour sa vie et affirme que c'est le duc Xuan qui lui a ordonné de traiter Lise aussi durement. Eve ne supporte toujours pas la propriétaire, mais elle décide de ne pas la tuer. Eve prend la main de Lise et lui dit que la situation a changé et qu'elles doivent quitter la ville immédiatement. Lise dit qu'elle est prête à aller n'importe où avec Eve. Alors Eve se tourne vers la propriétaire et lui dit que si elle dit au duc qu'elle ne sait pas ce qui est arrivé à Lise, elle sera épargnée. La propriétaire commence à ramper et jure qu'elle fera tout ce qu'Eve lui a demandé. Elle commence même à s'excuser auprès de Lise, disant qu'elle regrette tous les tourments qu'elle a fait subir à Lise, et elle se met même à pleurer pour bien faire passer ses excuses. Lise ne la croit évidemment pas, mais Lise n'est pas du genre à se venger, alors elle laisse faire et part avec Eve. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, quelqu'un qui n'a rien contre la vengeance entre, et Mimori dit à Eve et Lise d'aller de l'avant parce qu'il a des affaires à régler. Lorsque Mimori confronte la propriétaire, il lui dit d'arrêter de jouer la comédie parce qu'il sait quel genre de personne elle est. La femme prend un air suffisant et dit que tout sera fini pour Mimori et les autres dès qu'elle aura dit au duc ce qu'ils ont fait. Malheureusement, Mimori s'en moque, il veut juste s'assurer qu'une ordure comme elle ne verra plus jamais le soleil se lever après toutes les horreurs qu'elle a fait subir à Lise.
Il lance paralyse et poison sur elle, mais pour éviter les soupçons, il décide de faire croire à un vol et poignarde la femme à mort. Une fois qu'il a terminé, Mimori retourne à l'extérieur et se rend dans les égouts pour retrouver Eve et les autres. Eve demande à Mimori ce qu'il a fait à la femme, et il ne donne pas de réponse claire, mais il dit que la femme ne pourra plus jamais ennuyer Lise. Comme elle l'a dit plus tôt, Eve dira à Mimori où trouver la sorcière des tabous, mais avant cela, elle aimerait savoir pourquoi il veut rencontrer la sorcière en premier lieu. Mimori explique qu'il possède un parchemin interdit écrit dans un texte ancien et qu'il a entendu dire que la sorcière des tabous pourrait le lire. Elle veut juste s'assurer que Mimori n'a pas l'intention de faire du mal à la sorcière, et il lui assure qu'il ne commencera rien tant que la sorcière ne l'attaquera pas. Eve est heureuse d'entendre cela et dit qu'il y a quelque chose d'autre dont elle veut discuter avec lui. Elle n'est pas aussi intelligente que lui et ne peut pas prédire les actions des gens comme le fait Mimori, c'est pourquoi elle aimerait lui jurer sa loyauté en tant que maître. Mimori est surpris par cette confiance soudaine alors qu'elle le connaît à peine, mais Eve a compris qu'elle ne peut pas fonder sa confiance uniquement sur l'ancienneté de sa connaissance. De plus, elle sait pertinemment que Mimori est quelqu'un de bien, car il aurait pu utiliser n'importe quelle tactique violente pour forcer Eve à lui dire où vit la sorcière. Il avait même la possibilité de prendre Lise en otage, mais il a préféré la sauver. Le groupe commence son voyage, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, le duc a déjà envoyé une équipe de recherche pour capturer Eve et Lise. Le duc a probablement demandé l'aide de la secte Ashint pour cette chasse. Mimori doit trouver une stratégie pour les battre. Il dit donc à Eve de prendre Lise et de se cacher dans la forêt pendant qu'Ashrin et lui s'occupe de la secte Ashint. Ashint entre dans la forêt et repère des traces, mais le chef se rend compte que les traces sont trop évidentes et qu'il doit s'agir d'une sorte de piège. Il crie à la personne qui est derrière tout ça de se montrer, et Ashrin émerge de la forêt avec un masque pour les affronter. Le chef ne sait pas qui est Ashrin, mais il est de bonne humeur aujourd'hui, alors il lui propose un marché simple. Tant qu'Ashrin lui livre Eve et Lise, il ne libérera pas toute la puissance de la secte Ashint sur elle. Il prétend que leur puissance a été capable d'abattre l'humain le plus fort du monde, Sivi. De plus, il est même prêt à permettre à Ashrin de rejoindre les rangs de la secte Ashint, car il sait qu'elle est une artiste martiale douée. À la surprise générale, Ashrin accepte ces conditions et déclare qu'elle les mènera à Eve et Lise. Cependant, le chef sait que personne ne change de camp aussi rapidement, et qu'Ashrin doit donc essayer de les piéger. Le fait qu'elle essaie de les conduire dans la forêt signifie qu'elle doit avoir besoin qu'ils soient à une certaine distance pour une sorte d'attaque, alors il dit à ses hommes de pointer leurs arcs vers elle et de se préparer à attaquer. Elle demande pourquoi ils utilisent des arcs alors qu'ils prétendent avoir de puissantes malédictions. Comme il a l'intention de la tuer de toute façon, le chef lui révèle un petit secret. Le culte Ashint a été formé après que la guilde des assassins a été exterminée par un héros invoqué, et le culte utilise simplement des techniques d'assassinat pour éliminer les cibles avec un peu de poison ajouté. Bien sûr, le poison est incroyablement avancé et ne laisse aucune trace, ce qui permet à la secte de le faire passer pour une malédiction auprès des masses qui ne se doutent de rien. De plus, le fait que la cause de la mort de Sivi soit inconnue a donné à la secte Ashint l'occasion parfaite de gagner en popularité en s'attribuant le mérite du travail, et le meilleur, c'est que personne ne pourra jamais prouver que ce ne sont pas eux qui ont tué Sivi, donc ils ne seront jamais attrapés. Ashrin demande pourquoi ils font tout cela, et le chef lui explique qu'ils ont l'intention d'utiliser le duc Xuan pour se tailler un rôle central dans cette nation, tout en assassinant tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. En parlant de personnes qui se mettent en travers de leur chemin, le chef demande où se cachent les alliés d'Ashrin, mais elle répond qu'elle est la seule à pouvoir les affronter. Le chef a du mal à croire qu'elle soit venue ici avec l'intention de les vaincre toute seule, mais Ashrin dit qu'elle a confiance en ses capacités et révèle qu'elle est celle qui a survécu à la chasse de Sivi. Le chef comprend pourquoi elle a confiance en ses capacités, mais il ne croit toujours pas qu'Ashrin ait pu vaincre Sivi. Il appelle l'un de ses subordonnés, Belgar, et dit à Ashrin qu'il s'agit de l'homme qui doit tuer Eve lors de la bataille de demain. Son jeune frère, Fan, est également présent. Ensemble, ces deux-là sont les membres les plus forts du groupe d'Ashint. Par coïncidence, ils avaient aussi un jeune frère nommé Zarish, mais il a été tué alors qu'il poursuivait Ashrin, et les frères lui en veulent personnellement. De plus, pendant qu'elle était distraite, le chef avait déjà envoyé d'autres membres de la secte Ashint pour l'encercler et lui couper la route. Maintenant qu'elle n'a plus aucune chance de s'échapper, le chef lui demande d'abandonner et de se soumettre à lui, sinon elle sera tuée par le poison. Ashrin fait ce qu'on lui dit et s'agenouille devant le chef, mais alors qu'il pense avoir gagné, Mimori utilise son coup spécial pour étendre sa portée et paralyser tous les membres de la secte. Il s'était déjà occupé des membres de la secte qui essayaient de les prendre de flanc, et personne ne vient donc sauver le chef. Mimori a intentionnellement rendu leurs traces évidentes pour que le chef se méfie d'Ashrin, et une fois que le chef a senti qu'il avait tout le pouvoir, il a baissé sa garde, et c'est à ce moment-là que Mimori a frappé. Tout s'est déroulé exactement comme Mimori l'avait prévu, si bien que Mimori demande à Ashrin de retourner informer Eve et Lise que les Ashint ont été éliminés. Une fois Ashrin parti, Mimori aperçoit le premier groupe en train de battre en retraite et veut les éliminer.
Il demande à Pigimaru de se reconnecter avec lui. Malheureusement, après toutes ces épreuves, Pigimaru n'a plus la force de se transformer. Puisque Pigimaru ne peut pas l'aider, Eve propose de l'aider à éliminer les chasseurs de primes restants. Pendant ce temps, Ashrin emmène Lise plus loin dans la forêt pour la protéger jusqu'à ce que les chasseurs soient éliminés. Mimori demande à Eve si elle peut obtenir une estimation précise du nombre d'Ashint qu'ils devront affronter. Une fois qu'elle a calculé leur nombre et leur distance, elle et Mimori attendent leur arrivée. Les chasseurs de primes ne tardent pas à trouver Eve, avec l'intention de la capturer et de la traîner aux pieds du duc, mais juste avant qu'ils ne puissent l'attaquer, Mimori paralyse et empoisonne tous les soldats présents, les laissant figés sur place. À ce moment-là, le duc et son conseiller arrivent à cheval derrière Eve et Mimori. Le duc croit qu'il a coincé Eve et a l'intention de la tuer personnellement pour avoir osé le défier. En outre, il dit qu'il écorchera Eve vivante et qu'il fabriquera une paire de sous-vêtements avec sa peau, juste pour lui manquer de respect. Mimori en a assez d'entendre les divagations du duc et tente de le paralyser. Cependant, il est choqué lorsqu'il reçoit un message d'erreur lui indiquant qu'il a dépassé le nombre de cibles pour la paralysie et qu'il ne peut donc pas utiliser cette capacité pour l'instant. Il doit donc faire preuve de créativité et utilise son sort Darkness pour aveugler le conseiller, ce qui permet à Eve de le trancher en deux. Mimori fait de même avec les autres soldats, et Eve les découpe en conséquence. Quelques soldats se rendent compte qu'ils n'ont aucune chance et commencent à s'enfuir. Mimori dit à Eve qu'elle ne peut laisser aucun d'entre eux survivre, alors Eve saisit une lance et la lance sur l'un des soldats qui s'enfuit. Quelques emplacements paralysés ont été libérés maintenant que des soldats sont morts, et Mimori est presque prête à en finir. En attendant, Ashrin est là pour le protéger. Le duc fait une crise parce que ses soldats ne sont pas capables de tuer un seul homme, et Eve remercie Mimori parce qu'elle n'aurait jamais eu l'occasion de se venger sans lui. Elle sort en courant et massacre rapidement le reste des soldats du duc. Maintenant que le duc n'a plus d'hommes, il crie qu'il fera payer Eve pour cela et se retourne pour rentrer chez lui, mais tout le monde sait que Mimori n'allait pas le laisser partir vivant. Eve s'approche du duc, et honnêtement, s'il n'avait eu que l'intention de la trahir, elle aurait pu lui pardonner. Mais pour s'en être pris à Lise, Eve n'a aucune pitié à lui accorder, et elle lui tranche la tête. Maintenant que tout est terminé, Mimori demande à Ashrin de prendre Lise et de se préparer à partir bientôt, mais il a encore une chose dont il doit s'occuper. Il s'approche d'un des cadavres et utilise sa capacité de gel. Lorsqu'il l'utilise sur un cadavre, il crée une couche de glace qui peut être brisée, désintégrant complètement le corps. De cette façon, Mimori peut éliminer toute trace de la Shint dans le monde, et personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Quelque temps plus tard, la nouvelle de la disparition de la secte Ashint parvient au roi, qui est pris de panique car il avait l'intention d'utiliser les Ashint comme des pions pour parvenir à ses fins. Maintenant qu'ils ont disparu, il se demande comment il va expliquer cela à la déesse. Il ne peut pas se permettre qu'elle découvre ce que Vishyu lui fera une fois qu'elle sera au courant, alors il ordonne à ses hommes de localiser la secte Ashint le plus vite possible. De retour avec le groupe de Mimori, Lise et Eve se sont endormis. Ashrin propose donc de monter la garde pendant que Mimori se repose. Mimori dit qu'il n'a pas envie de dormir de sitôt, alors Ashrin lui propose de se reposer sur ses genoux jusqu'à ce qu'il ait envie de dormir. Il apprécie l'offre, mais Ashrin a l'air assez fatigué, alors il préfère lui offrir ses genoux pour qu'elle y dorme. Ashrin n'hésite pas à accepter son offre et s'allonge sur ses genoux, avant de se rendre compte que Mimori plaisantait peut-être lorsqu'il lui a fait cette proposition. La situation devient un peu gênante, mais comme elle ne peut pas l'être davantage, Mimori demande s'il peut toucher les oreilles d'elfe d'Ashrin. Ashrin est prise au dépourvu, mais elle accepte, et Mimori peut donc toucher ses oreilles. Après cela, il décide de rester debout, et Ashrin demande à Mimori s'il a des sentiments particuliers envers Eve ou Lise parce qu'il est beaucoup plus doux avec elle qu'il ne le serait avec d'autres personnes. Mimori explique que c'est pour la même raison qu'il aime tant Ashrin. Elle lui rappelle des personnes qu'il veut protéger. Eve lui rappelle son oncle, et Lise est comme Mimori lorsqu'il était plus jeune. Elles ont toutes deux été maltraitées par les personnes qui s'occupaient d'elle, et la seule différence est que Lise est encore assez gentille pour pardonner à ceux qui lui ont fait du mal, tandis que Mimori n'a aucun problème à tuer quiconque le menace, et il n'a pas l'intention de changer sa façon de faire. Il dit à Ashrin qu'elle est libre de le quitter si elle se lasse de la vie de vengeance qu'il mène, mais Ashrin n'a pas l'intention de le quitter pour quelque raison que ce soit. Mimori est heureux d'entendre qu'elle le soutiendra, et lui dit qu'il répondra à toutes ses demandes du mieux qu'il peut. Lorsqu'elle aura décidé ce qu'elle veut, elle pourra le lui demander, mais pour l'instant, il lui dit qu'elle devrait dormir un peu. Pendant ce temps, à Alam, Sugu s'entraîne à l'épée dans la prison, et son instructrice la félicite pour les progrès qu'elle a accomplis depuis qu'elles ont commencé à s'entraîner ensemble. Cependant, elle rappelle à Sugu qu'elle ne peut parler à personne de leur séance d'entraînement car Vishyu est si mesquine qu'elle interdirait probablement à Nyan d'entraîner Sugu plus longtemps. Sugu demande à Nyan pourquoi elle a accepté de l'aider à s'entraîner alors qu'elle ne reçoit rien en retour. Nyan explique alors qu'elle s'est prise d'affection pour Sugu parce qu'elle ressemble beaucoup à la sœur de Nyan.
Avant de partir, Nyan rappelle à Sugu que ce monde est incroyablement impitoyable et qu'elle ne doit pas faire preuve de faiblesse si elle veut survivre. Le lendemain matin, le groupe de Mimori se prépare à partir pour le pays des monstres, et Mimori a acheté une nouvelle robe pour Lise, qu'elle adore. Avant de partir, Ashrin leur suggère de trouver un nom pour leur groupe, car ils devront peut-être s'identifier une fois arrivés au pays des monstres. Elle a déjà un nom en tête et suggère qu'il s'appelle Lord of Fleawarban, groupe de guerre du Seigneur des Mouches. Tout le monde semble apprécier ce nom, et Mimori accepte donc de l'adopter. Après de nombreux déplacements hors écran, le groupe finit par arriver au pays des monstres. Mimori remarque un arbre mort géant au loin, et Ashrin explique que l'arbre est appelé l'arbre corrompu, alors qu'il s'agissait auparavant d'un arbre sacré. Eve demande à Mimori de verser un peu de magie dans sa main, et lorsqu'il le fait, Eve est capable de faire apparaître une carte magique, qui a été transmise à son peuple. Elle leur permettra de localiser la sorcière, et ils entament donc la longue marche jusqu'à la maison de la sorcière. À la tombée de la nuit, ils installent leur campement et Mimori regarde au loin en réfléchissant à ses motivations. Il est peut-être idiot de vouloir se venger, mais il n'éprouve que de la haine envers Vicious et les autres qui l'ont abandonné. Il prévoit d'anéantir tous les monstres qu'il rencontrera pour gagner de l'XP et devenir assez fort pour se venger. Le lendemain matin, à Alion, Vicious félicite les héros pour leur montée en niveau, mais il manque encore de technique. Elle a donc pris la peine de réunir plusieurs personnages célèbres pour leur servir d'instructeurs. Vicious leur dit que l'Empire des démons va bientôt faire un grand pas en avant, et qu'elle veut que les héros participent à la bataille contre eux. Pour s'assurer qu'ils sont prêts, elle prévoit d'envoyer les héros au pays des monstres aux yeux d'or pour qu'ils s'entraînent. Alors que le groupe de Mimori traverse le pays des monstres, Lise propose de porter la majorité des bagages parce qu'elle veut aider tout le monde. Les autres lui disent qu'elle n'a pas besoin de tout porter toute seule, mais comme elle semble déterminée à aider, ils respectent sa volonté et la laissent porter les sacs. Ils continuent à travers la forêt jusqu'à ce qu'ils sentent soudainement quelque chose arriver, alors Mimori et les autres s'arrêtent et prennent leur position de combat. Un monstre apparaît bientôt devant eux, et Mimori pense qu'il ressemble beaucoup à l'un des monstres lézards qu'il a dû affronter dans les ruines de l'aliénation, à la seule différence qu'il a une tête d'algue. Quelle que soit sa nature, leur plan d'attaque reste le même. Eve s'engage avec le monstre pour le distraire, et une fois que Mimori parvient à se mettre à sa portée, il utilise la paralysie et le poison pour l'éliminer. Eve demande à Mimori s'il a obtenu ce qu'il voulait, et Mimori répond qu'il est satisfait parce qu'il devait s'assurer que ses capacités de paralysie et de poison fonctionnent toujours sur les monstres ici. Après avoir affronté personnellement l'un des monstres, Mimori peut affirmer avec certitude que ces monstres sont inférieurs à ceux qu'il a dû affronter dans les ruines de l'aliénation. Si c'est ce que cet endroit a de pire à offrir, alors atteindre la sorcière ne sera pas un problème. Mimori commence à disséquer le monstre, ce qui semble un peu étrange, et Ashrin lui demande ce qu'il fait. Il lui explique qu'il a déjà vu ce monstre dans le livre interdit et que certaines de ses parties peuvent apparemment être utilisées pour fabriquer un objet interdit. Il s'agit d'un modulateur de voix, et Mimori pense qu'il pourrait être utile, alors il veut en fabriquer un. Il remarque qu'Ashrin semble intéressé par les informations contenues dans son livre interdit. Il lui dit donc qu'elle peut le garder pour l'instant si elle le souhaite, car il lui fait confiance. Une fois que Mimori a fini de rassembler son matériel, le groupe continue de se déplacer jusqu'à ce qu'il tombe sur une grande étendue d'eau. Eve et Mimori sont les premiers à traverser, et Lise veut passer après, mais Ashrin lui dit de faire attention à ne pas glisser sur les pierres. Eve pense qu'il vaudrait mieux porter Lise pour qu'elle traverse, car elle n'est encore qu'une enfant, mais Mimori pense qu'il vaut mieux laisser Lise faire les choses par elle-même de temps en temps. Lise est d'accord parce que ce n'est pas comme si elle allait tomber, mais un moment plus tard, elle tombe effectivement et se retrouve presque dans l'eau. Cependant, Mimori envoie Pigimaru pour la sauver avant que cela n'arrive. Même si elle a échoué, Mimori pense que ce qui est important, c'est que Lise ait confiance en elle et qu'elle essaie de faire quelque chose par elle-même. Une fois que Lise a atteint l'autre rive, elle remarque que Mimori et Eve parlent de quelque chose, et elle pense qu'elle se moque d'elle parce qu'elle a failli tomber dans la rivière. Eve ne veut pas que Lise se sente gênée, alors elle invente un mensonge et dit qu'elle parlait en fait du genre d'enfant que Mimori et Ashrin allaient avoir. Alors qu'elle dit cela, Ashrin l'entend et perd sa concentration, ce qui la fait tomber dans la rivière. Une fois sortie de l'eau, Ashrin s'excuse de s'être laissée distraire comme ça, et elle ne veut pas retarder le groupe, alors elle dit à Mimori qu'ils n'ont pas besoin d'attendre que ses vêtements sèchent. Mimori accepte de continuer à avancer, mais il veut donner son manteau à Ashrin pour qu'elle n'attrape pas froid, et Ashrin est reconnaissante de son offre. Le groupe poursuit son chemin dans la forêt, mais bientôt, Mimori et Eve sentent quelque chose devant eux et demandent à Lise de se mettre derrière eux pour se préparer au combat. Eve dit à Mimori qu'elle reconnaît ces monstres et qu'elle sait pertinemment qu'elle ne peut pas les battre. Mimori lui dit qu'elle devrait attendre et le laisser se débrouiller seul. Il se cache donc derrière un arbre et attend que les monstres entrent dans son champ d'action. Lorsque les monstres apparaissent, Mimori comprend qu'Eve n'a aucune chance de les vaincre, car presque personne ne pourrait les battre dans un combat normal. Cependant,
Mimori n'a pas l'intention d'avoir un combat normal, donc dès que les monstres s'approchent suffisamment, il les paralyse et utilise ensuite Berserk pour les faire saigner partout jusqu'à ce qu'ils meurent. Une fois les monstres morts, Mimori remarque qu'il a encore gagné des niveaux, mais ce n'est pas important pour lui pour le moment, car il veut commencer à récolter des matériaux sur les cadavres. Eve regarde Mimori avec dégoût et lui demande s'il a l'intention de manger cette chose, mais Ashrin s'interpose et explique que Mimori n'a pas l'intention de manger le monstre. Il ne fait que récolter les matériaux parce que c'est un ingrédient d'un objet interdit qui rendra Pigimaru plus fort. Mais Pigimaru va devoir le manger, et cela ne va pas être une partie de plaisir pour lui. C'est alors que Mimori et les autres sentent la présence d'un monstre à proximité, mais ils ne peuvent pas le localiser car il n'y a pas de malice ou d'hostilité à leur égard. Après avoir cherché un peu, Pigimaru dit à Mimori que le monstre se trouve dans son sac à dos, alors Mimori l'ouvre et en sort l'œuf qu'il portait. L'œuf semble prêt à éclore, et quelques instants plus tard, c'est exactement ce qu'il fait, donnant naissance à une sorte de monstre chevalin. Aucun d'entre eux n'a la moindre idée de ce que c'est, car ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant. En caressant le cheval, Mimori sent quelque chose d'étrange sur son dos, alors il tire les poils du cheval et y trouve un orbe magique. Ashrin explique que la plupart des monstres ont un organe comme celui-ci pour absorber la magie, et Mimori a une idée. Il commence à verser son mana dans le cheval, espérant qu'il grandira, et alors qu'il verse environ 1000 points de mana, le cheval se transforme en un magnifique destrier noir. Il serait parfait pour transporter des bagages, mais le cheval dit à Mimori qu'il doit continuer à verser de la magie en lui. Mimori n'a rien à perdre, il verse donc 10 000 points de mana, et cette fois, le cheval se transforme en minotaure buffle. Mimori est satisfait de ce qu'il voit, il décide donc de faire entrer le cheval dans leur groupe, et pour cela, il faut lui donner un nom. Il y réfléchit un instant et trouve le nom de Slay. Slay semble l'apprécier et c'est donc son nom officiel. Ailleurs dans la forêt, le groupe de Sugu est occupé à s'excuser auprès d'elle parce qu'ils n'ont été qu'un poids mort pendant tout ce temps. En revanche, le groupe d'Asaji s'en sort plutôt bien, car tous les membres de l'équipe font leur part du travail et travaillent bien ensemble. Il en va de même pour le groupe de Takuto, mais il n'est pas vraiment satisfait des progrès qu'ils ont réalisés jusqu'à présent, car les combattants qui les dirigent se sont occupés de tous les monstres vraiment dangereux parce qu'ils pensaient que les héros n'étaient pas prêts à les affronter, et Takuto déteste être sous-estimé. Plus tard dans la nuit, les combattants emmènent à nouveau les héros à la chasse, mais ils tombent sur une zone où se trouve un groupe de nosards, et ils ne pensent pas que les héros soient prêts à faire face à quelque chose comme ça, alors ils demandent aux héros de rester en arrière pendant qu'ils s'en occupent eux-mêmes. Takuto n'aime pas qu'on lui dise d'attendre, mais comme les monstres approchent, Nyan dit qu'elle s'occupera de celui de droite, tandis que 2 autres combattants s'occuperont de celui de gauche. Ils commencent leur attaque, et les nosards sont éliminés très rapidement, mais il y en a beaucoup d'autres, et les combattants devront peut-être trouver une nouvelle stratégie pour les vaincre tous. Cependant, Takuto en a déjà assez d'être sous-estimé, il s'approche des premières lignes et utilise son attaque Dragonic Burst pour incinérer tous les nosards d'un seul coup. Il annonce alors que sa capacité n'est que de niveau 4, mais qu'il a le pouvoir de causer une telle destruction, et que personne n'a le droit de le sous-estimer, car il est le futur maître de ce monde. Les autres héros sont impressionnés par la puissance de Takuto, à tel point qu'ils réalisent à peine que Hijiri et Itsuki ne sont plus là. Tous deux se trouvent ailleurs dans la forêt et s'occupent d'espions qui suivent le groupe. Cependant, à la seconde où les espions ont été capturés, ils se sont suicidés pour éviter d'être interrogés. Pendant ce temps, Mimori et les autres se sont installés dans un vieux bâtiment pour y passer la nuit. Ils ont beaucoup progressé grâce à Slay, et il semble qu'ils arriveront à la maison de la sorcière bien plus tôt que prévu. Ashrin demande à Mimori ce qu'il est venu voir ici. Il explique qu'il a vu des lumières provenant de la forêt et qu'il pensait que des monstres s'y battaient. Ashrin fait remarquer que la lumière vient du nord-est, et Mimori réalise que c'est la direction d'Alion, donc ce qui se passe là-bas doit avoir un rapport avec la déesse. Le lendemain matin, Eve et Ashrin se réveillent et constatent que Mimori n'est plus là. Eve n'est pas particulièrement inquiète, car elle sait que Mimori n'est pas du genre à les abandonner au beau milieu du pays des monstres. Ashrin est d'accord avec elle et ils sortent pour chercher Mimori. Ils n'ont pas à chercher longtemps, car Mimori est assis à l'extérieur du bâtiment après avoir tué un monstre. Lorsque Mimori les aperçoit derrière lui, il les salue et leur explique qu'il a senti la présence d'un monstre tout à l'heure et qu'il est sorti pour s'en occuper. Maintenant, il examine les parties du corps du monstre pour voir s'il y a quelque chose d'utile. Une fois que Mimori a terminé, le groupe continue son chemin, mais ils finissent par tomber sur une falaise verticale, et ils n'ont aucun moyen de l'escalader, alors ils décident de suivre la route le long de la falaise à la place. Ashrin suggère à Mimori de faire une pause car il ne s'est pas reposé depuis longtemps, mais Mimori dit qu'ils doivent continuer à avancer car l'air devient humide et il aimerait aller le plus loin possible avant qu'il ne se mette à pleuvoir. Alors qu'ils marchent le long de la route, il trouve étrange de ne pas avoir rencontré de monstre depuis un moment, mais il suppose que c'est parce qu'il se rapproche de la maison de la sorcière des tabous. Mimori remarque que Lise a l'air un peu contrariée, alors il lui demande si elle a peur du pays des monstres. Lise lui répond que cet endroit est certes effrayant, mais qu'elle n'a pas eu peur depuis qu'ils sont arrivés,
et que c'est parce qu'Ashrin lui a assuré que tant que Mimori sera en vie, ils ne perdront jamais face à des monstres ici. Ils finissent par arriver à une ouverture dans la falaise, et une fois qu'ils l'auront franchie, ils seront tout près de la maison de la sorcière. Avant de passer, Eve remercie encore une fois Mimori pour toute l'aide qu'il lui a apportée, car il n'aurait jamais pu aller aussi loin sans lui. Mimori lui répond qu'il n'a pas besoin d'être aussi reconnaissant puisqu'il a surtout aidé pour son propre bénéfice. Eve dit qu'elle sera heureuse avec n'importe quoi tant qu'elle et Lise pourront vivre une vie tranquille ensemble. Peut-être pourrait-elle même créer une ferme une fois qu'elles se seront installées dans leur nouvelle vie, et Lise aime cette idée. Cependant, un instant plus tard, un monstre buccal apparaît au-dessus d'Eve, et il est trop près pour que Mimori puisse utiliser Paralyse à temps, alors Eve se retourne et le taillade. Le monstre est définitivement mort, mais Mimori a toujours un mauvais pressentiment. Ses inquiétudes sont confirmées lorsque le monstre pousse un cri perçant dans un éclair de lumière aveuglante, qui agit comme un signal et alerte tous les monstres de la zone de l'emplacement du groupe. Désormais, tous les monstres de la forêt se dirigent directement vers le groupe de Mimori. Leurs chances de survie ne sont pas bonnes face à un tel nombre d'ennemis. C'est la fin de l'épisode 10. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.